Amis, ennemis, bonsoir. L'arène est à vous, chères citoyennes et chers citoyens. Tribun, saison 2, épisode 9. Une émission qui pense l'actualité, qui la décrypte et qui tente d'apporter une vision éclairée grâce à des témoignages authentiques et percutants. Voilà la matrice qui guidera une nouvelle fois ce soir nos débats avec deux nouveaux invités. Et quels invités? Désiré et Garance. Tout d'abord Garance, laissons la priorité évidemment à Garance. Garance, bonsoir. Bonsoir. Je te laisse te présenter à nos fidèles viewers, je t'en prie. D'accord. Eh bien, moi, c'est Garance, j'ai 24 ans. J'ai validé un master en juin dernier en sciences politiques. Donc, avec grand plaisir, je viens débattre sur cette émission. Je suis militante chez Génération, donc, qui est le parti de Benoît Hamon. Et actuellement, je suis en train de préparer le concours d'inspectrice du travail. Donc, on est totalement en lien avec l'agriculture, puisque si je suis inspectrice, je serai en capacité de pouvoir aller contrôler les exploitations agricoles. Donc, merci pour votre invitation. Et B, merci. Il manque à bien se tenir. Tout à fait. Merci Garance. Désiré, bonsoir. Bonsoir. Je te laisse également te présenter, je t'en prie. Eh bien, j'ai 23 ans et je suis étudiant en école d'architecture, juste à côté d'ailleurs sur ce campus. Et je suis en Master 1, donc spécialisation dans la transformation, où en fait nous venons travailler sur des bâtiments existants. Et suite à ça, je viens débattre ce soir sur le thème de l'agriculture. Étant fils d'agriculteur, c'était un thème qui me tenait un peu à cœur et je voulais aussi débattre et avoir aussi d'autres avis et sensibiliser la population. Oui, c'est une longue lignée de ce que j'ai compris. Oui, c'est ça. On est agriculteur de père en fils. Donc, moi, j'ai pris un autre chemin. Hâte, justement, que tu puisses nous délivrer ton expérience sur ce sujet-là et pouvoir mettre à profit cette expérience vis-à-vis du débat. Voilà, et le faire nourrir de ce fait. Eh ben, avec plaisir. Mais merci à toi. Plusieurs grands rendez-vous qui émaneront cette émission. La chronique de notre cher Flavien, puis la Minute du Sage. Autre grand rendez-vous qui introduira le débat, notre joute sur l'agriculture avec notre cher Gabriel Ducou. Le débat haletant, avec deux visions distinctes, mais quelque peu corrélées sur certains points névralgiques, on l'espère, sur l'agriculture et son avenir. Et puis dans le vif, je vous poserai une question en fin d'émission. Vous aurez 1 minute pour y répondre et essayer de convaincre nos viewers afin de vous faire élire comme étant le tribun de la semaine. Et oui, vous aurez une récompense, toute notre estime. Je vais donc commencer, comme chaque semaine, avec mon billet d'humeur. Billet d'humeur très caustique cette semaine, je tiens à prévenir. Alors, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, humeur un petit peu, et même beaucoup, hilar. Quoique, dans le fond, d'autres adjectifs devraient prendre la primeur de mon humeur. Chaque jour, désormais, une info en vaut mieux que deux, tu l'auras, et les JO prennent l'eau. Et pas de la Seine, figurez-vous, mais peut-être bien d'une autre Seine ailleurs, où le mystère plane. Ah, ça, là-haut, ça plane, beaucoup trop, et ce n'est pas de peau. Le vase, lui, n'est pas en reste, puisqu'il déborde alors que nous sommes seulement au mois de février. Truculentes affaires et romantiques polémiques. Oui, romantiques car on reste à Paris quand même, on a un semblant d'image à conserver. Ce sont nos feux de l'amour à la française. Bon. Aujourd'hui, dans l'épisode 37, Anne, maire de la petite bourgade où se déroule la succulente série, invite Emmanuel à un petit plongeon dans ce fleuve d'eau douce où le sable et autres galets laissent place à des vélos, frigos et autres trottinettes. Anne avait pensé au départ organiser ce petit moment convivial à la piscine olympique de Saint-Denis. Tout était prêt, mais faute de budget nécessaire, il a fallu décommander. C'est bête, surtout que la construction a coûté 174 millions d'euros. C'est quelque peu fâcheux, dirons-nous. On peut trouver un point de chute dans une enceinte où l'on peut transformer une salle de concert en un terrain de volley, puis une piscine comme on change de chemise. Pendant ce temps-là, Tony, l'homme à tout faire, est embarrassé. Il a mal fait ses lacets ce matin et a trébuché dans une enquête ouverte par le parquet national financier portant sur les conditions de sa rémunération en tant que président du comité d'organisation. Lui qui se voulait exemplaire, j'espère qu'il fera mieux ses lacets la prochaine fois, ou que peut-être ses lacets étaient bien faits ou qu'on fait. L'enquête le dira. Alors là, je coince. Et vous allez peut-être m'aider, parce que dans le scénario, on a une ribambelle de conflits d'intérêts. Mais a-t-on intérêt de tout dévoiler d'un coup ?
Ah non, ça gâcherait le suspense. Laissons mariner le teasing à feu doux, c'est plus sûr. En tout cas, plus sûr que certains portefeuilles de fans de la série qui ont dû débourser vlati pas des sous pour découvrir les backstage. 2000 € pour un 16e de finale de water-polo à 7. Bon, j'exagère un peu, quoique ça reste dans l'esprit quand même. Hein. Bon. Prochain épisode, on pense à l'appeler Plan B. Oui, parce qu'au départ, on voulait l'appeler comme ça pour l'histoire de la piscine. Vous vous souvenez? Et puis dans cette série, impensif, toujours gardé durable. Et ben on a eu le nez fin. La cérémonie d'ouverture, la grandiloquence, etc. Du jamais vu selon certains. On n'est plus trop certain finalement en soi. C'est bien le mezzo piano aussi comme plat principal finalement. Vous avez vu cette histoire où on allait finalement changer de lieu, changer d'endroit, on ne sait plus trop, enfin bref. La suite au prochain épisode. Passons donc à la revue d'actu. Première actualité. Dramatique, si j'ose dire, puisque ce sont les incendies au Chili, plus grave catastrophe dans ce pays selon le président Gabriel Boric depuis le tremblement de terre de 2010. Voici les images que vous pouvez voir d'ailleurs à l'antenne, des images absolument dramatiques. On a des témoignages absolument... absolument sidérant de personnes qui sont obligées de fuir in extremis leurs habitations. On relève, selon le dernier bilan que j'ai sous les yeux et qui date d'il y a quelques heures seulement, 123 morts. 123 morts. 123, ouais. On est passé à 123 morts, alors que dans des précédents, le pire bilan était de 16 morts. Il y a quelques années seulement, 123 morts. 6000 habitations ont brûlé entre vendredi et dimanche soir dans le Grand Valparaiso, une région au Chili. Selon des experts, cela est dû au phénomène El Niño. C'est un phénomène climatique. Il y a El Niño et la Nina. On en avait parlé l'année dernière avec Pierre, que je salue ce soir dans notre émission consacrée au climat. Et donc, c'est des phénomènes climatiques dus au réchauffement climatique, au dérèglement climatique, et qui amènent ce genre de phénomène. Et donc, moi, déjà, première question ce soir que je vous pose, la France doit-elle soutenir le Chili en envoyant une aide matérielle et humanitaire sur place? Est-ce que c'est le devoir finalement de la France? Garance. Je pense que la réponse est assez simple, c'est oui. Si on a les capacités de pouvoir envoyer des hommes et du matériel pour aider le gouvernement chilien, évidemment qu'on doit soutenir cette horrible situation. Désiré? En soi, je suis assez partagé. Oui, non. Pourquoi plus non, finalement, pour contrebalancer? En fait, déjà, on est dans une situation où, nous-mêmes en France, on vient à manquer d'intervention suffisante pour des moments qui sont assez drastiques, comme cela. Donc, si on commence à avoir un manque en France, et qu'en plus de ça, on intervient à l'étranger, qui plus est le Chili, ça veut dire que nous-mêmes, on ne sera plus en capacité d'interagir avec nos propres problématiques. Après, je ne dis pas que c'est pas bien non plus d'aller au Chili, mais peut-être qu'il faut revisiter un peu ses priorités. Il y a les États-Unis qui sont à côté, qui, eux, ont les capacités pour le coup. Garance? Moi, je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. On arrive bien à envoyer notre armée dans les pays en Afrique, alors que je pense qu'il y a des priorités... pareil pour l'aide humanitaire d'ailleurs dans les pays en Afrique. Donc je pense qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est des priorités. C'est des choix. Voilà, après moi je pense qu'effectivement on est autant en capacité de pouvoir subvenir aux potentielles difficultés qui vont potentiellement arriver. On en reparlera avec ta deuxième question, je crois, Loïc. Mais voilà, je pense qu'il est nécessaire dans un contexte de paix mondiale avec des guerres là qui nous sillonnent de tous les côtés, notamment l'Ukraine, notamment l'Israël et Gaza, enfin l'Israël-Palestine. Donc je pense que dans ce contexte-là géopolitique, je pense qu'il est important que la France rappelle qu'elle est là aussi pour soutenir les populations en difficulté, et dans ce cas-là, le Chili, quoi. Voilà. C'est vrai que d'un côté, on a une certaine souveraineté qui est présente et qu'il faut qu'on continue à l'affirmer. Sauf qu'en théorie, on devrait continuer à l'affirmer et autres. Malheureusement, il y a les moyens qui ne sont pas présents, qui commencent à être de plus en plus défaillants. Par exemple, actuellement avec la guerre en Ukraine, on a envoyé différents blindés, notamment par exemple les canons César.
On leur a donné ce qu'on avait en stock, on n'a plus maintenant. Donc ça veut dire qu'en fait le matériel de réserve qui était censé être pour nous, il va être en intervention extérieure qui parfois devient être dégradé pour différentes raisons, différentes circonstances. Ça veut dire qu'en fait en envoyant ces capacités que l'on peut, on n'est pas forcément en capacité nous de reproduire, enfin de renflouer un peu les stocks disons. Pareil après ces personnes en intervention extérieure, par exemple ces militaires ou ces pompiers qui vont à l'étranger, on les envoie au Chili. Déjà qu'on est un peu sur la réserve, on diminue encore ces problèmes. Par exemple, il y a les inondations aussi au Nord-Pas-de-Calais. On aurait pu justement, au lieu de les envoyer là-bas, les consacrer à ces conditions-là ou d'autres circonstances. Voilà, le conflit israélo-palestinien. Peut-être qu'il vaut mieux aussi aller là-bas parce que c'est plus proche et puis juste pour aussi une raison écologique finalement. Enfin, c'est quand même moins loin d'aller envoyer des gens en Israël que d'envoyer des gens au Chili. C'est en termes de distance. Puis après, je trouve ça un peu étonnant quand même qu'on envoie mal de personnes au Chili, sachant qu'on vient d'accepter un accord commercial avec le Chili aussi. Du coup, ça permettrait aussi d'avoir une certaine souveraineté en disant on accepte vos produits, on amène aussi une souveraineté chez vous avec un accord commercial. Il y a peut-être aussi un parallèle à chercher si on envoie nos gens là-bas. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi à réfléchir. Si on recentre un petit peu plus le débat, le court débat sur la question justement de la France. Est-ce que la France est prête, justement, sur le plan matériel et sanitaire, à affronter les conséquences de ces incendies d'une telle ampleur ? On en a déjà vécu ces dernières années. Mais est-ce que des incendies comme on en voit au Chili, en Grèce, en Australie, au Canada aussi, est-ce que la France, finalement, est prête à affronter ces incendies-là, ces prochaines années, Garance ? Mais c'est une très bonne question. J'en suis pas persuadée. Ou... Je pense que, pareil, des choix seront faits sur quel territoire on va aider plutôt qu'un autre. Et c'est vrai que ça me questionne beaucoup parce que ces dernières années, on a été quand même confrontés beaucoup aux canicules, aux inondations, aux problèmes de neige aussi. Et on a vu la difficulté avec laquelle avaient notamment les élus locaux de régler les situations avec les pompiers, avec les secouristes, avec les policiers. Donc, je sais pas. Je ne sais pas si la France aujourd'hui serait en mesure de pouvoir répondre à une catastrophe d'une telle ampleur qu'ont pu connaître la Grèce ou le Chili actuellement. Oui. Moi, je pense que d'un côté, on peut répondre à cette problématique, mais pas à une échelle aussi importante. Par exemple, à des échelles visées et plutôt localisées. Par exemple, dans le sud de la France, notamment, tout ce qui va être dans les Pyrénées ou autres, l'état de sécheresse, et même aussi il y a des restrictions d'eau en permanence. Là, oui, on va pouvoir déplacer plus facilement des pompiers parce que c'est une région à être à même au risque. Après, le problème, c'est qu'on n'a pas assez d'effectifs, tout concrètement, qui permettent de répondre à un besoin national. C'est-à-dire qu'en fait, dès qu'il va y avoir un problème de cette ampleur-là, qui dit que sur le territoire, il y aura un autre problème à un autre endroit et qui dit on aura l'effectif nécessaire. Donc, on a la capacité, mais que localisé à certains points précis, pas sur le niveau national. Mais bon, après, vu qu'on est en Europe, on peut aussi coordonner avec d'autres pays. Merci à tous les deux. Et comme chaque sujet qu'on aborde chaque semaine, on garde un œil dessus. Et peut-être qu'on en fera des débats très prochainement. On en a beaucoup parlé, mine de rien, de la question du climat déjà l'année dernière, je le disais. Cette année, la semaine dernière, sur l'écologie. Et au vu des catastrophes climatiques, on en reparlera très, très probablement au cours des prochaines émissions. Actu étudiante, maintenant, avec... Sylvie Retailleau, la ministre de l'Enseignement supérieur, qui écarte l'idée d'instaurer un revenu universel pour les étudiantes et les étudiants. Elle dit ceci. Ce que je ne comprends pas avec le revenu universel, c'est en quoi aider des personnes issues de familles privilégiées contribue à diminuer la précarité. Finalement, est-ce que vous êtes, vous, favorable à l'instauration d'un revenu universel pour les étudiantes et les étudiants ? Garance. Alors... En backstage, tu me disais que c'était une question qui te tenait à cœur parce que tu... Oui, non, mais c'est super que ce sujet soit tombé parce que, j'ai oublié de le dire dans ma présentation, mais je suis militante chez Génération, donc qui est le parti de Benoît Hamon. Et Génération s'est créé sur une mesure fondamentale. Le revenu universel, tout à fait. Donc évidemment que pour moi la réponse est oui, on devrait tous bénéficier d'un revenu universel, parce que nous on a une conception nouvelle du travail où je pense qu'aujourd'hui on ne devrait pas vivre pour travailler,
On devrait travailler pour vivre et que pour moi, il est important de pouvoir s'épanouir et donc d'avoir un revenu minimal qui permette de remplir les besoins primaires de la pyramide de Kelsen. Et donc voilà, de répondre aux premiers besoins, donc se loger, se nourrir, s'habiller, voilà. Et après, effectivement, sur des activités, potentiellement continuer à travailler. Dans le cas des jeunes, pour moi, ça paraît évident, sachant qu'il ne faut pas oublier de mentionner que la NUPS, il y a quelques mois de cela, avait fait une proposition d'étendre le RSA aux jeunes, donc de 18 à 25 ans, qui a été refusée par la droite et la majorité, et l'extrême droite évidemment. Et donc je pense que c'était quand même un premier début pour faire sortir les étudiants de leur précarité, parce que je pense qu'on a quand même été assez sidérés d'il y a cela pendant le Covid, mais même encore récemment, il y a un an, des queues qu'on voyait aux distributions alimentaires de jeunes qui ne pouvaient pas se payer à manger. Donc voilà, je pense que l'argument mais en quoi ça va aider des personnes privilégiées, considérer que la majorité des étudiants sont issus de personnes, de familles privilégiées, et quand même passer à côté du sujet. Je reviens juste sur la notion de distribution alimentaire que tu disais juste à l'instant, et le fait qu'ici, il y a une distribution dans ce couloir même, chaque lundi et chaque vendredi. Et l'interrogation que je me suis faite, c'est impressionnant la queue qu'il y avait, quoi. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a que sur le terrain finalement qu'on peut se rendre compte de l'urgence. Oui. Et là, cette semaine, j'ai pris le temps justement de discuter avec certaines et certains qui me disaient effectivement, on est en début de mois, mais c'est déjà très compliqué. Et c'était absolument effarant. Et même moi, ça m'a interloqué, quoi. Et justement, il faut, je crois, prendre le temps de discuter avec eux pour comprendre. Il n'y a que sur le terrain. Il n'y a que sur le terrain, de toute façon. On a beau faire de la théorie, il n'y a que sur le terrain qu'on peut se rendre compte des choses. Désiré, je t'en prie. Alors, sur le revenu universel pour les étudiants, en soi, je suis assez favorable. Mais il y a quand même des réticences. Parce que j'estime qu'il y a quand même des formations, notamment, par exemple, quand on est à la fac, on ne va pas se cacher, on a quand même énormément de temps libre. Par exemple, si on est dans une école spécialisée, je sais pas, mais école d'ingé, école d'archi, école, je sais pas, d'art, et trucs comme ça, bref, des écoles spécialisées, là, on va avoir des horaires à temps plein où, en fait, forcément, le revenu universel pour les étudiants va être intéressant parce qu'ils peuvent pas avoir un travail à côté et se permettre d'avoir un job étudiant pour subvenir à leurs besoins. En revanche, à la fac, on a quand même pas mal de temps libre. On a 5-6 heures de cours par semaine, voire 15 heures. Même si on a quand même du travail perso à faire en plus, ça nous laisse quand même d'avoir un job étudiant. On travaille à mi-temps, on travaille 16 heures par semaine. C'est juste une question de motivation après. C'est comme pour tout au quotidien. C'est est-ce qu'on est capable de travailler plus, de se donner plus, de se donner les moyens pour s'en sortir, ou au contraire, on veut prendre le minima qu'on nous donne et rester avec ça. Après, il y a aussi une autre situation qui fait qu'à l'Assemblée nationale, il y a quelques mois, la représentante, je ne sais plus de quel parti, disait pourquoi leur mettre un revenu universel, sachant que nous-mêmes, en tant qu'étudiants, quand on y était à cette époque-là, on a nous-mêmes galéré. Ça, par contre, c'est quelque chose qu'il faut, qui n'est pas du tout acceptable, qui est aussi une question mentalité à changer de leur côté, au niveau des politiques. Ça, je pense qu'on est d'accord un peu. Après, étendre le RSA aux étudiants, je pense que c'est plutôt donner un revenu universel aux étudiants et supprimer le RSA dans ce cas. Car le RSA, c'est entretenir des gens qui ne sont pas forcément aptes à produire une valeur et quelque chose au sein de la société. Donc, il vaut mieux, je pense, supprimer le RSA et plutôt reprendre cet argent et le mieux redistribuer justement à ces étudiants qui, eux, via une étude scolaire ou universitaire, va permettre d'avoir un métier et de créer de la valeur au sein du pays. Alors qu'une personne au RSA, 90% du temps, va être un assisté de la vie, va être quelqu'un qui va rester chez lui. Malheureusement, il va pas y avoir aussi une grosse prise en charge. C'est vrai, il faut aussi reconnaître que l'État français ne fait pas forcément trop d'efforts. Mais il vaut mieux entretenir des étudiants qui vont apporter de la valeur qu'entretenir des gens qui n'en apportent pas. Garance, sur cette question justement du RSA, te voyais trépigner, je t'en prie. Non, pas de souci. Je suis désolée, je suis vraiment en désaccord, mais justement, tu fais nourrir le débat. C'est le but oui, aussi. C'est le but totalement. Donc déjà, commencer par le RSA. Sur la question du RSA, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais c'est très intéressant ce que tu dis, Désiré, parce que c'est un peu ce que la majorité de la population pense. Et ce qui est très étonnant, c'est que ce stéréotype, on le retrouve aussi avec les chômeurs. Voilà, donc c'est gentil de l'avoir verbalisé. Maintenant, très concrètement, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les gens qui sont au RSA,
effectivement, évidemment qu'il y aura toujours une partie qui vit dessus et qui justement vit sur le RSA parce que ne préfère pas travailler pour X ou Y raison. Il y a aussi des questions d'isolement social, d'isolement professionnel aussi qu'on ne prend pas suffisamment en compte au RSA. Il y a des problématiques de formation et de compétences aussi. C'est des gens au RSA souvent qui n'ont pas travaillé depuis très longtemps, qui ne se sont pas sociabilisés, donc qui ne connaissent pas comment fonctionne le monde du travail. Et donc c'est des gens qu'il faut accompagner, qu'il faut former pour les permettre de retrouver la route vers le travail. Mais voilà, c'est toujours très dangereux de généraliser la population RSA de fainéants, d'assistés, parce que dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je voulais aussi revenir sur la fac et sur le fait que les étudiants de fac ont de la dispo. Alors, il faut savoir que moi, j'ai bien connu la fac aussi, parce que j'ai fait une licence de droit. Alors, je suis super contente pour toi que tu n'aies que 15 heures de cours par semaine. Ah, je ne suis pas à la fac, moi. Pardon. Alors, autant pour moi, effectivement, il existe des cursus où on a 15 heures de cours par semaine. Moi, en droit, j'en avais plus 30. Donc, j'avais des journées souvent calées de 9h à 18h. Je rentrais chez moi assez crevée parce qu'il faut prendre en compte les transports aussi. Beaucoup d'étudiants n'habitent pas à côté de la fac. Et ce qu'il faut prendre en compte aussi beaucoup, qu'on oublie vite quand on est dans des écoles spécialisées, c'est que les étudiants à la fac ont beaucoup de travail personnel. Le plus gros du travail qu'on fait, c'est pas d'écouter en cours, c'est de travailler chez nous sur les exposés, sur les dissertations à rendre, etc. Enfin, sur les devoirs qui sont donnés par les professeurs. Donc des fois c'est très compliqué de pouvoir trouver à travailler le soir, soit au bar en tant que serveuse, soit le week-end. Et je sais que j'ai des camarades qui l'ont fait, mais qui ont dû batailler pour pas échouer, pour pas rater leur année. Et je connais aussi des situations d'étudiants qui ont dû lâcher leur cursus parce que ils arrivaient plus à gérer le travail pour subvenir à leurs besoins, notamment payer les charges, le logement et la nourriture, et valider leur année. Et ça, c'est un fait. Donc c'est pour ça que c'est quand même très délicat et que la question du revenu universel se pose, parce que ça permettrait pour les étudiants de pouvoir réussir sereinement leur cursus, qu'ils soient en école spécialisée ou en faculté. Voilà. Alors, je vais revenir sur l'école spécialisée. Je pense pas qu'en école spécialisée, on est forcément... Voilà, comme tu le dis, pas de travail à faire chez soi. Ça, je pense que dans toutes les écoles, de toute manière, on va avoir du travail à faire chez soi. Par exemple, moi, je prends l'exemple pour l'école d'archi. On a très peu de cours, effectivement. De cours en amphithéâtre, plus on arrive dans le cursus. En revanche, on a un nombre d'heures incalculable. On doit travailler chez soi. Bref, par exemple, on doit faire des fois des 48 heures sans dormir. Voilà. Est-ce que ça, c'est humain, déjà, pour commencer ? Ensuite, sur le RSA par exemple, il y a des gens qui sont en isolement professionnel. L'isolement professionnel, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui, je sais pas, admettons qu'ils sont patrons, ils voient leur entreprise qui fait faillite. C'est vrai que c'est un choc. C'est un choc psychologique, émotionnel, de se dire j'ai créé une boîte, elle fait faillite. Voilà, genre j'ai pas le droit au chômage parce que je suis patron et qu'en France le système fait que quand t'es patron t'as pas le droit au chômage. À moins que ça doit changer, je sais pas trop, mais il me semble que jusqu'à présent ça n'a pas changé. Donc forcément il y a une dépression qui se fait, mais majoritairement du temps c'est des gens qui sont pas bien dans leur peau, qui sont, qui n'ont pas aussi une bonne éducation, qui en fait se disent que la société elle est comme ça et qu'elle changera jamais, et ça sert à quoi de travailler, et du coup ils bénéficient du RSA. Alors que toi à côté, t'es étudiant, tu te lèves tous les matins, tu fais 1 heure de transport, aller, 1 heure de transport retour, tu te dis que tu travailles plus qu'eux, tu t'investis plus qu'eux, et que t'as le droit à rien du tout. C'est ça qui a un peu un côté déséquilibré, quoi. C'est pourquoi une personne qui n'apporte aucune valeur va avoir un revenu alors que toi, tu travailles, tu vas payer des impôts plus tard, pendant 40 ans, 50 ans de ta vie, peu importe, et tu n'as pas le droit à ça. Bon, il y a un peu un déséquilibre, une désillusion sur la société actuelle. Et après, travailler, qu'on s'appelle les week-ends quand on est à la fac, ou travailler le soir,
Je pense que c'est juste une question d'organisation. C'est juste une question de priorité dans ta vie. Est-ce que d'un côté, tu préfères le soir, tu rentres chez toi, ok, certes, tu finis tes cours à 18h, tu rentres chez toi à 19h. Est-ce que tu préfères sortir avec tes potes, boire un verre, aller au ciné, je sais pas, faire une activité extrascolaire ou autre? Ou au contraire, tu te dis, ok, c'est compliqué, j'ai pas la bourse, j'ai peu d'APL, j'ai pas les parents qui peuvent subvenir à mes besoins. Et du coup, tu te dis, bah, en fait, c'est soit je fais un prêt étudiant et je profite comme ça, ou soit bah, tu veux te démerder et tu vas, qu'on s'appelle, travailler le soir. Et je pense que c'est juste une question de chacun et ça demande déjà la personne qui veut s'en sortir ou la personne qui va rester sur son minimum durant toute sa vie. Donc, je pense que le revenu universel, c'est bien, mais pas pour tout le monde. Dernière petite réaction, Garance, sur ces propos. Avec plaisir. Pour le RSA, bon, j'aime pas trop le parallèle, même si je suis d'accord fondamentalement, mais je suis pas très fan du parallèle. Je pense que les deux catégories de la population ont besoin de notre aide, que ce soit les étudiants ou ceux qui sont RSA. Sachant que j'aimerais préciser, parce que la loi vient d'être adoptée et mise en application, les personnes qui sont au RSA sont suivies. Elles ont des rendez-vous obligatoires et d'ailleurs maintenant la majorité a mis en place le système de 15 heures d'activité hebdomadaire, donc les personnes au RSA vont devoir aller travailler. 2025, ça commence. Ça commence en 2025 ? Ouais. Bon bah voilà, et bah, d'ici là elles continueront à être formées et puis d'ici 2025 elles commenceront elles aussi à travailler. Sur la question des étudiants, je te rejoins aussi, mais sur le point que finalement ceux qui profitent le plus à sortir avec leurs amis en soirée sont souvent ceux qui ont les parents derrière, qui ont de l'argent et donc qui n'ont pas besoin de subvenir à leurs besoins. Moi, je sais que mes amis ou que d'autres jeunes qui sont dans la galère financière, leur première idée, c'est absolument pas de sortir et d'aller boire un coup. Et je pense que c'est vraiment dommage parce que concrètement, quand on est étudiant, c'est les meilleures années de nos vies. C'est vraiment ces moments-là où on peut voyager, aller découvrir le monde, se faire les amis qu'on va garder pendant 40 ans, voilà, se faire de nouvelles expériences. Et se retrouver jeté quasiment dans le monde adulte à devoir travailler pour subvenir à nos besoins et potentiellement réussir nos études pour avoir un métier qui sera peut-être pas rémunéré à la hauteur pour lequel il devrait être au vu de ce qu'on y met. Bah oui, moi je suis attristée de cette situation. Mon cher D'Artagnan, des réactions peut-être dans le live, je te resalue, cher ami. Peut-être que nous avons des petites... je vois que ça s'agite un petit peu. Donc. Oui, il y a énormément de réactions. Là, il y en a... la dernière, je vais la prendre. Il y a Mazo Andro qui dit « Et le salaire étudiant, vous en pensez quoi au Danemark? Ça fonctionne super bien. » Petite réaction peut-être sur le salaire étudiant, oui, Garance? Alors, si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils reçoivent 800 € par mois ou quelque chose comme ça pour pouvoir valider leurs études. Ouais. Bah, écoutez, moi je suis pas contre. Je pense que ça serait super intéressant. J'étais déjà favorable et mon parti était déjà favorable pour prolonger, pour étendre le RSA au 18-25. Donc évidemment que la question du salaire est super intéressante, sachant que nous, on a une vraie problématique de revalorisation des métiers, parce qu'aujourd'hui, quand on attend des étudiants un bac+5 et qu'après la négociation du salaire, je me retrouve, moi, à avoir des amis qui ont un bac+5 et qui peinent à avoir 2000 € comme premier emploi. Moi, à chaque fois, je me dis, zut, on vient vraiment de batailler pendant 5 ans, de mettre notre vie de côté pour à peine survivre dès lors qu'on se retrouve sur le marché du travail. Donc oui, si on est accompagné financièrement, oui. Dernière petite réaction de la part de Désiré avant de passer à la chronique de Flavien. Un salaire de 800 € par mois, je pense que c'est pas dans toute la France qu'on peut subvenir avec. En province, pourquoi pas, à Paris, 800 €, est-ce que ça paye le loyer ? C'est une très bonne question. Après, il faut se dire aussi que, admettons qu'on a un salaire pour les étudiants. D'accord, vas-y, pourquoi pas, on accepte. Comment ça va se répercuter par la suite? On va payer plus d'impôts. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire ensuite? Les personnes qui vont travailler au quotidien, ils vont dire « nous payons trop d'impôts, on a trop de taxes encore ». Et du coup, en fait, on fait juste déplacer le problème à un autre endroit.
on va satisfaire une classe, enfin les étudiants finalement. Certes, ils auront un confort et autres, mais à côté, ce sera par exemple nos parents ou des travailleurs, etc., qui eux se lèvent le matin à 7h, ils comptent chez eux à 20h, qui ont déjà un salaire qui n'est pas vraiment important, et en plus de ça, ils vont devoir payer plus parce que du coup, en fait, c'est via leurs impôts qu'ils pourront financer notre salaire étudiant. Alors nous, on sera contents, mais eux, ils le seront moins. Donc pareil, c'est aussi à juste milieu. Et après, il faut se dire ensuite, et je finirai par ça, qu'on se plaint de notre qualité de vie actuelle parce qu'on n'a pas assez pour subvenir à nos besoins. Si on prend l'exemple de nos parents, de nos grands-parents, plutôt de nos grands-parents, je pense, un peu nos parents, à 14 ans, ils devaient aller travailler parce que voilà, les études, c'était pas forcément la priorité. C'était, voilà, on travaille à 14 ans, à 15 ans, on doit rapporter de l'argent à la maison et autres. Et eux, ils n'avaient pas le choix, concrètement. Ils se levaient le matin à 6h, ils rentraient le soir à 18h ou 20h. Ils étaient épuisés, ils n'avaient pas tous les avantages que nous maintenant. Et nous, maintenant, on a des avantages et on en demande encore plus sans forcément se dire est-ce qu'on n'est pas content de ce qu'on a déjà. Merci Désiré. Merci Garance pour cette première partie liée à la revue d'actu. Pas de Kiss Cookie cette semaine puisque nous avons pris un petit peu de retard avec les incidents techniques. Donc nous allons passer directement à la chronique de la semaine de Flavien. C'est En Bref. C'est une installation express. Mon cher Flavien, bonsoir. Oui. Bonsoir. Petit cadrage voilà. à minute. Bonsoir tout le monde. J'ai confondu story de la Bonsoir. semaine. C'est la fatigue. Ouais, voilà, bien sûr. Je te comprends. Bien C'est sûr. dur en ce temps-ci. Oh là là. Je comprends. À qui le dis-tu? Je te laisse les clés, cher ami. Bonsoir à toutes et à tous qui nous regardent. Bienvenue, on se retrouve pour la 2e édition d'En Bref, un quiz qui met en défi nos invités du soir autour de questions politiques. Le but est simple, je vous propose de répondre à des questions. À la fin, voilà, on fait le compte au niveau des points. Celui qui gagne toute l'estime de l'équipe Tribun. Bien sûr, téléspectateurs, vous pouvez aussi répondre. Théo se chargera dans régie de regarder qui répond. En envoyant un ou deux par SMS au Voilà. 13. C'est 13. Alors aujourd'hui, numéro donc, surtaxé. Voilà. 10 centimes le SMS. Alors aujourd'hui, donc des questions autour de l'agriculture, notamment autour des salaires. Voilà, je vais vous poser des questions, des déductions. On aura aussi des vrais ou faux, et on finira par un blind test avec des voix de personnalités, comme on a pu faire la semaine dernière. Tu nous as gâté cette semaine, hein. Bien sûr, Dis donc. évidemment. Alors, on va commencer avec la première question. Combien touche un agriculteur en moyenne brut par mois? Le plus proche l'emporte. Brut. Brut, pas Brut. net. Net, c'est Pas très net, compliqué hein, de brut, calculer. ouais. Ah ouais, hein, moi je... Toi, fils d'agriculteur, tu Ouais. ne connais pas cette Je réponse? veux bien lui laisser la main. Ah, parce qu'on n'est pas à ce stade-là, nous. C'est dit. Non, moi je dirais, en vrai, ça varie tellement. Brut, hein. Brut, entre 700 et 800 euros, pas plus. Garance, oui. Ouais, moi, je dirais peut-être 1000. 1000, c'est Garance qui l'emporte. Le résultat, c'est 1475 euros. Et oui, Ah, Ah, je n'avais évidemment. pas pensé autant, tiens. net, ça Mm. doit bien descendre beaucoup plus bas, effectivement. Ouais, peut-être que c'est le nombre que j'ai dit, mais- Pour vous donner une idée, le SMIC brut, c'est 1766 Oui. euros. Ouais. Voilà, Donc Dernière tu seras revalorisation. c'est ça. renié de ta famille à partir de Franchement, cet c'est instant. pas un sujet qui m'intéresse. Voilà. Surtout de ses amis, je pense. Oui, je pense de tout le monde. Ah oui, bah, ça se peut. Ouais. Attention aux commentaires qui vont arriver là sur Twitch. Tu vas quitter ce studio sans gloire et sans dignité. Non, mais alors du coup, je me suis rendu compte que mes jobs d'été payaient plus que nos agriculteurs. Donc Ouais, voilà, oui, c'est quand même. totalement, couper oui. des Ouais, carottes, c'est- non, c'est- ça rémunère plus que de les produire. Non, mais Donc, mine de c'est rien, vraiment c'est là où on se rend problématique. compte que. Voilà. Non, mais totalement, hein. Oui. ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. exactement. Deuxième question, salaire. Justement par rapport aux députés, Oh, oh. nos chers élus. Alors d'ailleurs, pouvez-vous me dire combien gagne un député brut par mois? Brut. Sans compter les frais qu'on leur donne pour payer des déplacements. Brut. Quand tu dis député brut, Député, oui, brut. c'est ceux qui se mettent du parfum brut. Non mais Aussi, pourquoi pas? Oui, j'ai tenté un truc. Est-ce que c'est J'ai genre. tenté. Ouais. J'ai- Ça J'ai m'est pas venu compris comme la une ref. fulgurance. Je me suis dit tiens, tentons-là. Dans le chat, oui ouais. alors. Dans le chat, ils disent 5000, 4000. Ok. Moi, 1000, 4000, je note. J'aurais dit 5900, je pense. 5900. 7000. Non, non, Le 7000, juste du non. prix, hein, là c'est. Non, 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 non. Je crois qu'en Non, net, ils oui. sont à... Ah oui non. en Ah, c'est brut. pas net, hein, c'est brut. C'est hein. brut. Oui, non, je c'est sais, brut, je sais, pardon. je sais, mais c'est parce que je le devine en net. Ils sont à 4000 et des poussières, donc oui, en brut... Tu dois être à 5000 et des brouettes. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. C'est ce que je pense Je aussi, dirais, ouais. ouais, 5400.
Moi, je dirais 5900, ouais. Ouais, je pensais. C'était 7493. Oh, la Eh vache. Mais je le savais. Eh oui. Je le savais. On donne le point Mais je le sais. à notre présentateur. C'est... Ça nous fait combien en net du coup? Alors en net, je n'ai pas pris l'information, mais C'est oui, pas ça bien. doit être pas loin des 4000 euros. 5430, voilà. Ah, ils se sont j'ai bien gardé- revalorisés quand Ouais, même. ouais, hein. c'est pas mal ça. J'avais gardé brut justement pour faire C'est constant depuis la dernière revalorisation. constant. Ouais. Ok. C'est le même prix et ils ont rien fait. Ouais, mais ça fait 2-3 ans quoi que c'est Benjamin passé. Constant. C'est assez récent. Ouais, Chante c'est des ça. trucs. Mais alors du coup, oui, brut pour comparer justement aux agriculteurs, c'est 5 fois plus quand même. Eh oui. Ouais, bah oui, c'est vrai. Ouais. Donc de quoi faire réfléchir. Troisième question, quel pays européen a récemment mis en place des politiques pour réduire l'utilisation des pesticides, notamment en interdisant certains produits? C'est un pays européen. Ah, déjà, ça nous. Franchement, l'Allemagne, ça m'étonnerait même pas. L'Allemagne, Les Pays-Bas. 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 Hmm. J'aime les Pays-Bas. Il y a la France dans le L'Espagne. chat. La France dans le chat. L'Espagne. Ouais. Attends, Espagne tu peux aussi, répéter ouais, la question, dans s'il le te plaît? Quel pays européen a récemment mis en place des politiques pour réduire l'utilisation des pesticides, notamment en interdisant certains produits? On a quoi dans le live là? Peut-être des. J'ai entendu des la pays. France, La- l'Espagne J'ai aussi. vu l'Espagne. Non, la France, en plus, ils ont fait des annonces. Bon, on en reparlera tout à l'heure, mais ils ont justement fait des Non, annonces bon. pour, Bon, ça, c'est en permanence. la France, pour stopper le. Donc, ce serait étonnant que. Voilà, l'Allemagne, hein, je pense. Ouais. Eh bien, c'était la France. Ah oui. Eh oui, C'est la pas France avec vrai. son projet de loi pour sortir voilà, du glyphosate, pardon, notamment, Du qui est radio. le principal pesticide qu'ils veulent Mais éliminer. est-ce que ça marche vraiment avec les annonces de Gabriel Attal qui dit qu'il mettra en je crois que stand-by? C'est même d'ailleurs, je crois, le ministre de l'Agriculture. Alors là, c'est un avis, mais je crois qu'il a dit que justement, il était assez lax, Oui. Il a dit, mais gentil va-t-il avec faire ça. D'accord. Il prend du recul, je crois, sur. Mhm. C'est des paroles et sur- des ouais, actes. C'est hein, jusqu'au ouais. salon de l'agriculture où ça. Ouais, c'est je mis crois en aussi, pause, j'ai ouais. cru entendre ça. Donc, bah, bravo, je crois que c'est le spectateur. C'est qui a bientôt mis le en salon de place. l'agriculture, d'ailleurs, non Ati BZH. Eh ben, bien joué à lui. Bravo. Félicitations. C'est bientôt le salon de l'agriculture, non? C'est bien, c'est là, c'est souvent au mois de février. C'est chaque année. Oui, C'est voilà. chaque année, oui. C'est bien. C'est une fois par an. ouais. Donc, Je crois que c'est février-mars, ouais, c'est ça. Quatrième question. Alors, 1-1-1, je crois, c'est ça? Il y a quelque chose comme ça, non? Oui, Un oui, partout, oui. partout. Je crois qu'il y a un partout. C'est serré. Quels sont les 3 produits les plus exportés en France en termes d'argent généré? Déjà, il y a la Après, tu viande. Il y a le blé, non? Oh, Alors, top 3, hein, vous devez dresser un top 3 là. hein. Top 3 en termes de produits En termes de produits agricoles. agricoles. Oh là l'orge. Avant, non, avant, il y pas avait le lait, mais maintenant, il me semble qu'il n'y a plus le lait. Le- Au contraire, on en importe. La viande bovine, pareil, on en faisait, mais maintenant. Alors, sachant que dans le classement que j'ai trouvé pour t'aider, c'est le lait qui est associé aux produits laitiers. Je sais pas si ça peut t'aider. Qui sont, je le rappelle, nos amis pour la vie. À jamais. Ah, bah avec C'est la important question de le du rappeler. fromage, je pense que Ouais, oui. oui, c'est vrai. Ouais, ouais, J'aurais ouais, dit le vin aussi, avec le. Oui, le vin, tout à fait, c'est. le Voilà. vin, ouais. Quand tu vois qu'il y a des accords avec. Alors, vos Trump, top 3, j'écoute. Je sais pas, en vrai, moi je dirais. Disons qu'essayez de trouver déjà les 3, sans dire lequel est le plus vendu. Vin, vin. viande bovine et puis Viande. produits laitiers. Ouais. Laitier. Ah non, 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 les céréales, forcément. Ah, moi j'aurais dit Céréales. le blé. Ah, les céréales. oui, le Les blé, céréales, c'est céréales, sûr. céréales. Je vois raisin, céréales dans le live là. Oui, Raisin. moi aussi je dirais ça, ouais. Raisin, céréales et produits Ouais. et laitiers. produits laitiers, ouais. Et bah, vous avez raison, c'est le vin, céréales, produits laitiers. Ah bah C'est voilà. pas vrai. Génial. Et oui, le vin avec 18 milliards d'euros, les céréales 9,7 milliards d'euros, et enfin le lait et les produits laitiers 8,1 milliards d'euros. D'accord. Ouais, Bravo, pas mal. félicitations. Bravo le veau. Bon, bah, je crois 2 partout hein, pour tout le monde. C'est ça, c'est vrai. C'est bien. bien, on travaille en Il équipe. y a encore des questions pour vous départager. Alors, dernière question justement avant de passer au vrai ou faux. Comment s'appelait le ministre de l'Agriculture du 16 octobre 2018 au 3 juillet 2020? Est-ce que c'était... Parce que c'est compliqué. Ah. Est-ce que c'était Didier Guillaume, Stéphane Travers, Paul Pogba ou bien Sandrine Rousseau? Ah, c'est oui, bah. Tu peux- Comment t'as dit le tu premier? peux- DJ. Qui DJ. Didier Guillaume, Stéphane Travers, Paul Pogba ou bien Sandrine Rousseau? Stéphane Travers. Je crois, oui. Stéphane Stéphane Travers. Travers. De Port, bien sûr. Stéphane Travers, Je sais pas. Si, c'est Stéphane Travers, je crois, oui. Ils disent. Didier Guillaume. Et bah c'est la chance qui te fait emporter, c'était lui. Et C'est finalement- Didier. Ah, c'est après. C'est juste avant. Juste avant. Ah. Juste avant. Bon, bah. De Normandie, c'est juste avant Fresno. Donc là, c'est récent, c'est 2020-2022. Féno, hein, pas Fréno. Féno, Oui, c'est Féno, Féno. oui, oui, oui. Je suis fatigué aussi. Et il vient de ton On département. connaît, ouais. Ah, vous le connaissez? Voilà. Ouais, enfin mon père il a pu le rencontrer plusieurs fois et tout. ouais. Oh, super. Voilà, donc Bon, Didier c'était il y a Guillaume. longtemps, c'était pas maintenant. c'était- Bah, reviens la semaine prochaine, puis tu nous en parleras. Tu nous diras plus de nouvelles Ah, voilà. hein, pour rapport aux pesticides. Oui, hein. Oh, on verra. N'hésite pas, fais comme chez toi. Donc voilà, c'était Didier Guillaume qui était
ministre qui a marqué les esprits, notamment durant ces deux années de travail, notamment. Ah oui, il m'a vraiment marqué. Hein. Notamment en raison de ses qualités, nonobstant. Tout à fait. Le ministre. Intrinsèquement, bien sûr. Tout à fait. Bon. 6e question, vrai ou faux? Christine Lagarde fut ministre de l'Agriculture. Christine Lagarde. Non. Oui, c'est la présidente du FMI. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Non, elle n'a jamais été mise. Non. Elle est restée que dans Elle a été à l'économie. l'économie, mais elle n'a pas été à l'agriculture. Elle fut C'est ça. ministre de l'Agriculture. Ouais. D'accord. J'en étais sûre que c'était une question mois. piège. Ah, pour Et un oui. mois Pas vrai. Du 18 mai En 2007. au 18 juin 2007. Ouais, c'est ça, Quand ouais. Sarkozy Elle venait d'être, nous a fait une Gabrielle Attal, quoi, dans l'éducation. Ouais. Voilà. Et sous Sarkozy. Sous Sarko. Un mois sous Sarko. Chirac, c'était un peu moi. Ah, je suis vraiment trop loin du micro. Un mois sous Sarko, ouais. Ah bon. purée, Est-ce je que vais ça me coller compte à lui, vraiment tu vas voir. Non, faut l'embrasser le micro. Ouais, je hein, crois sinon ils qu'il t'entendent faut bien pas, le, hein. ouais, Oui. faut bien le protéger. Donc elle avait déclaré notamment avoir apprécié son stage dans le ministère. Qui a Oui, c'est duré un- pas très longtemps. Ouais, à ce niveau-là, c'est un stage. Mais madame a de l'humour, c'est bien. Pas rémunérée. hein. Eh oui. Bah, c'est une Alors. blague, hein, évidemment. Mais Ah, c'est elle a elle pas a dit ça, jamais dit. oui. Ah, bah d'accord, je pensais, moi, je tombe dans la marmite. Vrai ou faux, Bruno Le Maire fut ministre de l'Agriculture de 2009 à 2012. Oui, ça c'est vrai, ça. Je crois que c'est Oui, vrai, oui. ça, oui. Eh bien c'est vrai, effectivement, de 2009 à 2012, il fut voilà, ministre de l'Agriculture, sauf Et de la pêche, non il y avait de la pêche, mais le nom a eu le temps de changer. Aujourd'hui, je crois que c'est même il y a un autre nom qui est associé à l'agriculture, ouais, souveraineté alimentaire. Oui, voilà, c'est ça. Quelque Oui. chose comme ça, La donc souveraineté ça a le temps de agricole, changer, ouais, je crois. Tous les mandats. Mhm. Vrai ou faux, Loïc était ministre de l'Agriculture. Loïc. Loïc Faux. Cotteret. Faux. Ah bon Mais peut-être. Mais un jour, je le saurai. Peut-être. Non, tu as l'ambition, Loïc. La culture, moi. La culture. Ah oui. La culture, ah bah oui. Pourquoi pas. Notre Pourquoi pas. futur Et la Rachida communication. Dati. Ah, Et dernière question avant ça de. se tente. Dernière question avant de passer au blind test. Oh. Vrai ou faux, la France est le premier producteur agricole de l'Union européenne. Faux. Vrai. Attends, Je dirais vrai. l'Union Ah européenne. ouais, vrai. Ah oui, Dans si. l'Union européenne, oui. Ah oui, l'Union. Oui. Non, oui, Oui, vrai, oui, je vrai. dirais vrai. Ouais. C'est vrai. Oui, Bah vrai. oui. Oui, Voilà, j'ai en confondu fait, avec chauvin. l'Ukraine parce que l'Europe. oui. Avec 76 Mm. milliards d'euros générés. Super. Si tu rajoutes On va. l'Ukraine, c'est Oula, par contre, j'ai pas du tout été sérieux, on a compté les points. Il me semblait que tu avais gagné l'avantage là, avec notamment quand t'as dit Didier Guillaume. À un moment donné, oui. Mais alors, du coup, voilà, j'ai pas du tout été sérieux. On dit quoi? Un point de plus pour Désiré? Écoute, est-ce que les deux n'auraient-ils pas finalement gagné? En vrai, on se dit Ah, mais attends, 50-50. gagné, c'est pas encore fini. Ah, il y a le blind test, Ah c'est ouais. vrai. Bon, là, égalité. Bon, allez, on dit égalité. Égalité. De toute façon, Allez, il le reste, blind test. il reste 5 voix pour vous départager. Yes. Alors, Ok. Cette fois, je vais essayer de 5 me revenir. Première voix, s'il te plaît, mon cher Théo. Cette semaine sur Sens TV, on ne va pas parler de socialisme, mais on va parler d'un documentaire qui s'appelle Soyalisme. À l'occasion de la semaine du développement durable, nous allons pouvoir regarder. Une idée? Oh bah c'est facile, hein. Moi je dis ça, je dis rien, mais enfin bon, Dans le chat, quand même. Oui, non, mais Oui, non, mais- je l'ai sur le bout de la langue, mais. Bah, je franchement, crois non, que- je sais pas, je crois- fais pas tout je ça. crois moi. qu'il va pas sortir. Ah Je sais ouais? pas. T'es sûr de toi? Attends. S'il faut répondre aussi rapidement. Bah là quand même, c'est servi sur un Oui, plateau quoi. pour le point, ce qu'on va faire, c'est que c'est le premier qui le donne. Hein, comme ça, Ouais, bah non, moi je l'ai pas. Tu l'as pas? vous le connaissez. Bah tu... Attendez, Quoi, c'est passer quoi cette le histoire là quand même? Je sais pas, non. C'est. Non, c'est pas mon. C'est Benoît Hamon. Zut, j'aurais dit Roussel. C'est Benoît. Voilà. C'est Benoît Hamon. Ah. Et- Donc tu n'es plus Je vais me- référente de Voilà, génération à c'est partir fini, de ce Je vais me soir. faire taper. J'espère que j'ai Ah pas là cette là de là génération là ce là soir là. parce que vraiment. Je vais me faire Aïe, tirer aïe, les aïe, bretelles. aïe. Bon, on va passer à la deuxième voix. Notre histoire, elle a toutes ses parts de lumière et ses parts d'ombre. Il y en a beaucoup qui changent d'étiquette dès qu'ils ont une affaire au cul. C'est Oui. pas notre cas. Nous, on assume. Alors, C'est pareil, cette voix je la connais, mais. Bah, je sais, je suis désolé, moi. Dans le chat, ils l'ont. Ouais, mais ils ont internet dans le chat aussi. Ah, mais, mais c'est ils écoute, peuvent pas. moi je pense que tu peux l'avoir aussi. Oh, bah oui, Vous oui, pouvez oui. l'avoir. Je pense que tu peux l'avoir. Vous en avez parlé en tout cas ce soir. C'est des gros Il est halos plutôt de lumineux. gauche. Plutôt de gauche. Roussel. Roussel. Là, depuis tout à l'heure, elle a les réponses, mais tu sais, c'est comme les interviews en décalé. Ça, c'est. Je suis toujours en décalé. Bon, en tout cas, Garance prend la main. Eh ouais, 2 points d'avance. Plus que 3 voix.
La non, mais je troisième. partage ce point parce qu'on l'a dit en Tiens, même temps. donne un avec nom les- là au hasard, un homme politique ou une femme politique. Je sais pas. Rousseau. Rousseau, tiens, à la Allez. prochaine. Qui c'est? L'ascenseur social Ah, c'est une doit femme. être restauré, pour ne pas dire, il doit être refondé et recréé. C'est ça la droite, c'est ça Ah mon Ah combat. oui, si, je C'est le sais. Ouais, travail, moi aussi, c'est je le pense. Ah, mérite, vas-y, dégainer. c'est l'ascenseur Pécresse. social. Pécresse? Ah, j'ai dit Le Pen, mais non. Le Pen? Ah, C'est ni Pécresse ni Le Pen. Ah, c'est Dati. Eh, Dati. Voilà, c'était une des deux. Je Bien savais joué. bien, voilà. Ah là là. Mais je trouve qu'elles ont une voix un peu Eh oui. similaires, les deux. Ouais, si Et non c'était pas Pécresse, Paul c'est Dati. Pogba comme c'est cité dans le live. Voilà. Avant-dernière Petit voix. farceur. I've been told many times during the last few days that C'est there un are gros piège. very special expectations of my speech here today. C'est en anglais, mais c'est pas une anglaise. Supposedly, or so I have heard, some expect my speech to pave the way une for Française. a Ah, je l'ai. fundamental reform Non, non, of the Je European l'ai. architecture. Si Et notre je l'ai. présentateur là. Je l'ai. Dis donc. Et dans le chat, ils l'ont aussi. Alors je attends. Loïc. Vous l'avez pas? Bah, j'aurais dit Merkel, mais. Bah oui, c'est Merkel. Bien Paris. joué. Oh là là, Garance qui Eh. s'envole là. Bien joué. Voilà. Alors, Non, non, mais il y avait un bon accent allemand. Alors après, sur toutes les femmes allemandes, j'en connais pas beaucoup. hein. notre président Gabriel vient de nous faire une concession, une confession, une. Tu adores Angela. Pourquoi Ah, tu t'adores aimes Angela? Pourquoi tu aimes Angela? Tu voulais dire un mot dans le micro? Un mot? Hein? Un adjectif pour qualifier Angela? Merveilleuse. La nouvelle Oh. Thatcher. La merveilleuse Angela. Oh, Ah bah. bah voilà. C'est tout la est ribambelle. dit, C'est bon. Et on finit avec la dernière voix, s'il te plaît, Théo. Comme dirait Johnny. Et si, bon voilà. Et puis après, si vous pensez que il faut être playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples. Hein. Ah oui, et je sais même où il l'a dit. Ah, c'est pas. Non. Dans le chat, non, pas de proposition. Attends. Darmanin. Non. Ce n'est pas Non, Darmanin. mais il y a. Bah, j'aurais dit Emmanuel Macron, mais. Non, Non, c'est pas ça mais on non se plus. rapproche tout On se doucement. rapproche, on est. Attal. Non, Non, c'est pas- non, mais il y a on pas se de rapproche vraiment. Dupond-Moretti. Non. Alors là, on Non, c'est s'éloigne. pas Darmanin. Olivier Véran. Hein On se rapproche. aussi, On est tout dans le, doucement. on est dans le Oh, cercle, dans le cercle. On est dans le secteur. Ouais. On est dans le secteur. C'est pas Guérini. Non. Pas assez connu. En plus, j'ai vu ce. Ils ont pas dans le chat. Hein. Mhm. C'est pas Bardella, non. De ce que je peux Ah non, voir. si on se réchauffe, c'est que. Ouais, on va le remettre. Remettons-le, c'est que c'est un- remettons-le, c'est que c'est un écoutez. macroniste. Oui, ça. Comme dirait Johnny. Et si, bon voilà. Et puis après, si vous Ah pensez que si, c'est Édouard il faut être- Philippe. Ouais. Mais Oh oui, là là, alors là, voilà, c'était fallait bien me la joué, faire Garance. Chez Léa écouter une Salamé, je deuxième crois. fois. Dans quelle époque? C'est Tout à quotidien. fait. Quotidien, C'est ça Tout veut à quotidien. fait, dire. oui, maintenant que Oui. voilà, et je crois que J'ai j'avais vu vu, l'extrait. c'est pour ça, enfin je Ouais. crois que j'ai dû, voilà, me le faire écouter une deuxième fois et C'est tout de ça. suite c'est venu. Sur les Merci. Bien contre-exemples joué. de. Oui. Bien joué à toi, Garance. Tu gagnes toute l'estime de l'équipe. de Bravo, Tribun. on l'applaudit. Bravo. Écoutez, je suis assez étonnée d'avoir reconnu autant de voix, voilà. Je mettrai fin à la fin dans le monde. Non Et mais voilà. je suis rassurée du coup de ma place en politique. Grand Voilà. bien de face. C'est Moi, ça. je vous Ça salue vient la tous. semaine prochaine, Voilà, merci à la toi. semaine prochaine. Merci. Et on fait un changement comme au foot. Allez. Sortie de Flavien Monceau, entrée de Gabriel Salès. Bonsoir Gabriel. Bonsoir, bonsoir à vous deux. Je t'en prie. Et bonsoir à tout le monde qui nous regarde. Alors je vais faire une chronique sur l'agriculture, sur l'avenir de l'agriculture en France et sur les mouvements qui ont secoué la France, les mouvements agricoles qui ont secoué la France pendant 2 semaines et demie. Donc le 18 janvier dernier, débutait un vaste mouvement de contestation des agriculteurs et des agricultrices en France. Après plus de 2 semaines de blocage et de manifestations et plusieurs annonces faites par le gouvernement, les blocages ont été levés le 4 février dernier à l'appel des syndicats. Je vais essayer de vous résumer autant que faire se peut les revendications agricoles, mais je ne pourrais pas d'en perdre certains. Le point névralgique des tensions se situait, se situe toujours au niveau de la vie des salariés et des exploitants agricoles, du niveau de vie, pardon. Rappelons que selon un rapport d'expertise du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, le revenu net de la branche agricole a baissé de 40% en France ces 30 dernières années. De plus, selon l'INSEE, un agriculteur sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Ce taux monte à 1 sur 4 pour les exploitants bovins et
ovins. Donc pour ceux qui ne le savent pas, bovins c'est les vaches, etc. Et ovins c'est voilà. Si la question du niveau de vie est intimement liée à la rémunération des agriculteurs, celle-ci s'en trouve éprouvée face à une grande distribution prête à tout pour réduire ses coûts et donc du coup augmenter ses marges. Le Figaro rapporte qu'un litre de lait acheté 40 centimes au producteur est revendu 1,07 € en rayon en moyenne. Des outils ont pourtant été mis en place, comme les lois Egalim 1, 2 et 3, qui permettent entre autres de rééquilibrer les relations commerciales entre les producteurs et les distributeurs pour garantir une plus juste rémunération des agriculteurs. Néanmoins, ces lois sont souvent contournées, voire pas du tout respectées, par la grande distribution, ce qui renforce la chute du niveau de vie des agriculteurs et fait mécaniquement monter leur colère. Autre point mis en cause, les normes environnementales et sanitaires. À la proue de celle-ci, l'augmentation de la taxe et la suppression de la niche fiscale sur le gazole non routier, ou GNR, à partir du 1er janvier 2024. Jusque-là, les agriculteurs bénéficiaient de taux avantageux et d'un remboursement quasi intégral de la taxe intérieure sur les produits énergétiques, la TICPE. À partir du 1er janvier 2024, cette niche est supprimée, elle sera progressivement supprimée au fil des années, et les taux rehaussés de 6% par an. Acculés par l'inflation des produits énergétiques, les agriculteurs en demandent la suppression, du moins en demandaient. Ensuite vient la question de la simplification administrative. L'organisation byzantine des normes françaises et européennes oblige beaucoup d'exploitants à devoir passer beaucoup de temps devant leur papier, en fait devant la paperasse, plutôt que de travailler ou simplement se reposer. Certains chanceux externalisent les formalités administratives, mais à grands frais. En termes de simplification, il faut également noter la conditionnalité des aides de la PAC. Politique agricole commune de l'Union européenne. Cette conditionnalité est donc du coup conditionnée par une palanquée de normes environnementales à respecter, comme notamment celle introduite par le Green Deal. Donc juste par exemple, on va en donner juste une. En 2024, les agriculteurs doivent augmenter de 4% la surface de jachère pour leur exploitation, ce qui représente un manque à gagner en termes de production et un double manque à gagner en cas de non-respect de cette disposition, parce que les aides ne seront pas versées par l'Union européenne. Je ne vais pas tout citer, mais je me permettrai de faire une petite liste de points de friction qui émaillent le monde agricole. L'interdiction des produits phytopharmaceutiques annoncée par Elisabeth Borne d'ici 2025, je crois, sans solution alternative. La concurrence déloyale à l'échelle mondiale, tous les pays n'ont pas autant de restrictions dans la production qu'en France, ce qui baisse mécaniquement le prix de vente de leurs produits en rayon en France, et donc du coup met en difficulté nos agriculteurs. Aussi, une mauvaise balance entre vie professionnelle et vie personnelle. Les agricultrices et leurs maris peinent à trouver des remplaçants lors des congés parentaux. Plus généralement, les exploitants agricoles peinent à trouver des remplaçants pour s'autoriser un peu de vacances ou, plus pragmatiquement parlant, lors de congés maladie. Un autre point de tension, les contrôles inopinés de l'Office français de la biodiversité, ou OFB, qui crée un profond mal-être chez les exploitants, c'est-à-dire qu'on a des gens, on a une police de la biodiversité qui arrive armée sur les exploitations et puis qui commence à faire pleuvoir les amendes. Alors là, le sol pleureur ceci, là le barrage de Castor cela, et donc du coup on se retrouve souvent avec une facture salée. Bon, il y a beaucoup d'autres points qui mériteraient d'être présentés ici, mais j'aimerais pas empiéter sur la suite de vos échanges. Donc rapidement, juste aborder les annonces faites par le Premier ministre Gabriel Attal le 1er février dernier en conférence de presse. Premièrement, le déblocage d'une enveloppe de 150 millions d'euros en soutien fiscal et social pour les éleveurs. Le plan Écophyto qui prévoyait une baisse de 50% des pesticides d'ici à 2024, finito. Le projet de libre-échange UE-Mercosur, donc un projet de libre-échange avec les pays d'Amérique latine. Finito également, notamment pour lutter contre la concurrence déloyale que j'évoquais il y a quelques instants. De plus, le Premier ministre a annoncé une simplification des normes administratives et environnementales pour que les agriculteurs et les agricultrices passent moins de temps devant leur formalité administrative. Voilà. Et puis bon, plein d'autres mesures, mais je vous laisse le soin d'aller regarder, c'est très intéressant. Pour terminer cette longue chronique, j'aimerais aborder rapidement la question écologique sous-jacente à l'avenir de l'agriculture en France. La mise en lumière des problèmes qui traversent les agriculteurs et les agricultrices a permis de faire réémerger un vieux débat sur le devant de la scène que les écologistes ont sur la responsabilité agricole dans l'enjeu climatique. Lorsque je parlais des revendications, j'ai évoqué à plusieurs reprises les normes environnementales avec l'idée que la fin du mois des agriculteurs se heurtait avec la fin du monde. Selon le rapport Secten 2020, l'agriculture est le deuxième poste d'émissions de gaz à effet de serre de la France avec 19% d'émissions au total au niveau national en 2019.
Ces émissions baissent depuis 1990, mais restent bien trop élevées et baissent trop peu. De plus, la pollution causée par les pesticides, cette fois-ci, est souvent mise en avant. Pour exemple, la diminution inquiétante du nombre d'insectes, mesurable de façon triviale à leur nombre écrasé sur les pare-brises des voitures lors de trajets en vacances. Exemple moins marrant, l'usage du chlordécone dans les Antilles et la crise sanitaire et environnementale. Pour boucler cette chronique, je pose la question ou pas ? On va la poser peut-être un peu plus tard, je ne sais pas. Bon. Oui, comme ça on va faire une introduction sur un fait d'actualité. Merci Gabriel. Merci à vous. Et grâce à toi, on a gagné 2 viewers. Ah ouais, tu vois. Grâce à ta chronique. Comme quoi. Comme quoi. Je vous remercie. Puis merci. Bon courage. Merci, cher Gabriel. Désiré, Garance, on va donc débuter ce débat. C'est de joute. Yes. Première question d'abord, sur l'actualité chaude du moment. Quel regard avez-vous sur le mouvement des agricultrices et des agriculteurs qui vient justement de toucher la France ces 2 dernières semaines ? Peut-être Désiré d'abord, regard en tant que fils d'agriculteur finalement. Comment dans ta famille on l'a vécu aussi ? Pour commencer, le mouvement des agriculteurs, il a commencé à émerger suite à, à une certaine colère qui se fait ressentir déjà dans tout le pays sur une grande échelle, mais notamment aussi dans ce métier-là, car en fait, il y a énormément de normes qui sont présentes. Énormément de normes qui sont imposées, qui nous amènent à avoir une certaine réglementation, à avoir aussi énormément de démarches, mais aussi qui nous amènent à nous restreindre sur énormément de choses. On ne peut plus forcément cultiver nos terres comme on voudrait, parce qu'il faut suivre certaines réglementations que l'UE nous impose. On ne peut plus élever nos animaux comme on en aurait envie, parce qu'il faut respecter des règles sanitaires, des bien-être animal aussi. Donc d'un côté c'est bien, mais d'un autre côté ça devient un peu trop poussé. Ou par la suite, il y a aussi trop de justificatifs. Par exemple, vous avez un contrôle satellite tous les 3 jours pour voir que vos terres respectent les contraintes qu'on impose. C'est tellement réglementé qu'au final, c'est un certain ras-le-bal. En plus de ça, on arrive aussi sur une période où, il y a tellement de taxes, une rémunération qui est peu présente au niveau des agriculteurs, que grand nombre n'ont plus rien à perdre. Et c'est pour ça qu'ils ont manifesté, parce qu'on arrive à un stade où en fait, qu'on manifeste ou qu'on manifeste pas, qu'on démontre pas qu'on existe. C'est-à-dire qu'en fait, si on ne change rien, demain, c'est la population qui meurt. C'est nous qui produisons la nourriture, c'est nous qui permettons justement d'avoir du blé, du maïs, d'avoir tous nos produits transformés au quotidien. Sans ça, il n'y a plus d'agriculteurs, et l'agriculture en France devient assez problématique. Donc en fait, c'est tout un ras-le-bol, toute une colère profonde qui a été mise en avant durant 2 semaines et demie et qui aura peut-être permis de changer les choses, ça on ne sait pas, mais en tout cas qui a pu démontrer une certaine colère profonde. C'est un cri du cœur, mine de rien. On sent qu'il y a un passif derrière. Il y a aussi une souffrance, mine de rien, et puis des dialogues avec des parents, des amis d'agriculteurs aussi. J'imagine qu'il y a tout un cercle. Totalement, parce qu'en fait, dans ce genre de circonstances, c'est que par moment, il faut que tu fasses des choix. Est-ce que il faut privilégier son exploitation ? C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, moi, mon père, il est éleveur. Donc, par exemple, en pleine nuit, à 2h du matin, il se lève, il va faire 15 km pour aller soigner les bêtes. Ou par exemple, on a aussi un robot de traite, enfin 2 robots de traite, pardon. Pareil, quand il y a des problèmes techniques, il faut aller sur place. Donc pareil, il y a aussi ce rythme de vie en parallèle qu'il faut se dire que on n'est pas un fonctionnaire, on ne fait pas du 7 heures par jour, on en fait peut-être du 18, voire du 20 heures parfois durant les moissons. Donc il y a un rythme de vie au quotidien qu'il faut faire un choix entre sa famille et sa vie professionnelle. Les vacances, est-ce que ça existe ? Si on est céréalier, à la rigueur, pourquoi pas ? Si on est salarié aussi, si on est patron, ça n'existe pas. Donc pareil, il faut faire des concessions aussi. Donc c'est toute une charge de métier qui est assez compliquée. Garance, ta vision, toi, sur le mouvement qui vient de toucher la France. Et pas que la France, hein, c'est un mouvement européen, parce que l'Allemagne d'abord, la France ensuite, et en ce moment, les Pays-Bas, la Belgique, le Portugal, c'est endémique, mine de rien. Totalement. Ton regard là-dessus ? Oui, mais j'ai un regard qui va aller à peu près dans le même sens que Désiré. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mouvement des agriculteurs, le mouvement qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas un mouvement nouveau.
des élans de colère totalement justifiés de la part des agriculteurs. On en a déjà eu il y a plusieurs années et sur toujours les mêmes points, hein, les conditions de travail, les conditions de vie, la problématique de rémunération, enfin voilà. Donc les mêmes problématiques que les agriculteurs avaient mis en avant il y a peut-être ça 5-6 ans, voire 10-15 ans lors de leurs manifestations, c'est les mêmes aujourd'hui. Après, moi, je remarque qu'il y a un certain parallèle aussi qu'on retrouve avec les Gilets jaunes. On a quand même, je retrouve des similitudes dans ce cri du cœur et cet appel à l'aide sur les conditions de vie. Alors, ce qu'on a assez peu évoqué, et je viens d'y penser en écoutant Désiré parler, puis en écoutant la chronique, c'est la problématique des suicides. Parce qu'on oublie vite que les agriculteurs, la catégorie professionnelle des agriculteurs, je crois que c'est pas les premiers. Je me demande si c'est pas les premiers d'ailleurs. Si, c'est les premiers. C'est les premiers. Et voilà, c'est les premiers. Les agriculteurs sont quand même la catégorie professionnelle la plus touchée par le suicide. Et pourquoi ? Justement parce que ils sont complètement. Les conditions de travail sont catastrophiques. La reconnaissance accordée aux agriculteurs est catastrophique. Donc non, c'est un mouvement qui est réellement à prendre au sérieux. Moi, la seule réserve que j'émets et que je trouve extrêmement dommage, et heureusement qu'il y a des voix qui se portent en interne pour contrer un peu la parole générale, c'est celle du syndicat de la FNSEA. C'est-à-dire que voilà, ce qu'on a beaucoup entendu parler, et je crois que c'est le Parisien qui l'avait mis en avant, c'est que le président de la FNSEA, Monsieur Arnaud Rousseau, n'est pas un agriculteur comme les autres, mais un patron d'exploitation. Donc les problématiques de conditions de vie, de conditions de travail, je pense que c'est pas des sujets qui le questionnent beaucoup. Par contre, le fait qu'on puisse retirer des limites sur les pesticides, etc., ça m'intéresse beaucoup davantage pour produire plus et avoir des marges financières plus larges. Donc heureusement, moi j'ai aussi entendu sur les médias des voix annexes d'agriculteurs ou de personnes dans l'agriculture qui disent bah oui, mais moi je me reconnais pas dans ce que dit le syndicat de la FNSEA, voilà. Donc c'est intéressant quand même de se dire que il y a c'est un cri du cœur, mais voilà, qu'il soit pas, je veux pas qu'il y ait de récupération politique de la part de classes dominantes ou de classes privilégiées qui n'ont pas ces problèmes-là chez les agriculteurs, quoi. Désiré, toi justement, quelle position tu as, quelle vision en tout cas, tu as de ce syndicat de la FNSEA ? Alors, pour être honnête, c'est un syndicat. Voilà, c'est juste simple, c'est un syndicat et tous les syndicats sont sont complètement inutiles. T'es radical toi, hein. Ok, ça dit les termes. Elle est pas mal celle-là. C'est un syndicat, pour aujourd'hui, il est géré par l'argent. Il va se plaindre, voilà, on voit bien que la CGT, on a bien vu que la FNSEA, on arrive, on se plaint, t'as le gouvernement, il arrive, il fait... Vous inquiétez pas, quelques petits millions, c'est pas très grave, hop, c'est pour vous. Et puis du coup, en fait, ils arrivent, ils disent ah bah voilà, en fait, non, levez les blocages, arrêtez de manifester. C'est ce tout soit à fait ça. pour les gilets jaunes, la FNE. Donc en fait, finalement, un syndicat actuellement, c'est juste, on a un manque d'argent, petite manifestation, après tout, pourquoi pas, comme ça rend fou les caisses. C'est plutôt par rapport à ça. Après, si je peux revenir sur ce que Garance a dit, un parallèle avec les gilets jaunes. Alors, oui et non, parce que les gilets jaunes, malheureusement, ceux qui manifestaient, c'était pas forcément ceux d'un côté, il y avait les retraités. Bon, ça, j'avoue qu'un retraité, quand il gagne 800 € par mois, j'avoue que voilà, il est quand même légitime de manifester. En revanche, quelqu'un qui est fonctionnaire dans l'administration, manifester pour gagner plus d'argent, ça ne sert strictement à rien parce qu'il produit aucune valeur. Ensuite de ça, ça me pose problème là, les fonctionnaires dans l'éducation, tu retires l'éducation, les professeurs. Je dis pas ça, c'est que comment dire, les gilets jaunes majoritairement, les fonctionnaires, les policiers, les infirmiers, les infirmiers, je dis pas ça, si je on dis a pas ça. plus,
Ce que je veux dire, c'est que... Tu te fais plus soigner, tu meurs. Ce que je veux dire par là, est-ce que sur le terrain, on voyait des charpentiers couvreurs? Est-ce qu'on voyait des maçons, des électriciens? Est-ce qu'on voyait des agriculteurs? Il y a eu des ouvriers. Les Gilets jaunes ont commencé avec les ouvriers. Et puis, ils n'ont pas forcément beaucoup, de soutien, parce qu'en fait, on n'est pas chez EDF, donc on n'a pas forcément la capacité financière de dire, on va avoir tant de jours de congé, etc. Ou parce qu'on a la CGT, donc ça veut dire qu'on peut manifester et on est quand même rémunéré. Ou pareil pour Total, etc. Majoritairement des gens qui allaient manifester pour les Gilets jaunes, c'était des gens qui étaient déjà dans une situation stable et qui avaient quand même de l'argent, malgré qu'au tout départ, bien entendu, ça venait vraiment du cœur. Mais à force, ça s'est vraiment développé de telle manière que c'était des gens qui étaient déjà stables, qui se sont dit, on va récupérer le mouvement, on va crier et on va voir plus. Oui, voilà. Ça paraît évident. Tu peux pas faire la grève à vie. Enfin, tu t'es pas payé, donc. Ah oui, mais les syndicats, ils ont quand même beaucoup d'argent qui permettent de financer ce genre de parti. C'est ce qu'ils ont fait. C'est pour ça que les ouvriers ont pu tenir aussi longtemps avec les Gilets jaunes. C'est parce que les syndicats derrière ont soutenu financièrement. Il faut regarder les ouvriers, les ouvriers fonctionnaires, EDF, Total, etc. Non, pas du tout. Les fonctionnaires. Ceux qui étaient sur les ronds-points, c'était pas forcément des gens qui étaient chez EDF. Les professeurs. Mais oui. Et les professeurs, qui travaillent ou qui travaillent. J'espère qu'il n'y a pas de professeurs dans le Twitch, parce que. Bah non, ça, j'en ai pas du tout. Parce que là, franchement. Enfin bon, passons. Mais si on revient par la suite au patron de la FNSEA, enfin, tu m'as dit, la FNSEA, c'est des patrons d'exploitation. Forcément, toute catégorie de métier, on va avoir des petites exploitations, des petites entreprises comme des grosses entreprises. Forcément, quand c'est un gros, on va se dire « Oh là là, il gagne beaucoup d'argent, c'est incroyable, c'est pas bien et tout, il y a des magouilles et tout. » Certes, il va y avoir des magouilles par-ci par-là, c'est un fait. En revanche, si l'on est arrivé là, c'est pas pour le défendre, c'est que d'un côté, il a un peu contourné un peu le système, mais légalement en soi. Il a été actionnaire dans différentes entreprises, enfin différentes exploitations, et qui après il a récupéré. C'est pour ça qu'il est devenu plus important, etc. Au jour d'aujourd'hui, un agriculteur qui sait gérer ses comptes, qui sait être rationnel, qui a une trésorerie pas conséquente, qui n'est pas minime, peut se débrouiller. C'est juste qu'en fait, on est ancré dans une certaine mentalité actuelle, plutôt chez les agriculteurs, mais de toute manière, au quotidien, on ne veut pas changer sa façon de penser, de produire, de tenter un certain une nouveauté de production. Je ne parle pas forcément sur le côté biologique et tout, parce que ça, c'est quelque chose qui s'appelle médiatisé, mais plutôt sur sa façon de rationaliser son temps de production. Est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, je ne sais pas, financer un hangar avec un système de panneaux solaires qui vient justement permettre d'avoir un apport électrique, le revendre à EDF, et du coup cet argent récupéré permet de subvenir aux frais d'exploitation. C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais ça permet quand même. Il y a plein d'autres visions comme ça qui sont assez compliquées, mais on peut s'en sortir. Mais le problème, c'est qu'en fait, vu que les agriculteurs n'ont pas forcément le temps de gérer leur argent, car ils sont submergés de paperasse, ils sont submergés d'administratifs, et tout ça, ils peuvent pas le faire parce qu'ils n'ont pas le temps accordé. Donc, pour finir, c'est soit tu as une exploitation qui tient la route et tu y accordes du temps ou des frais, et du coup tu peux avoir quelque chose de stable, ou soit tu n'y arrives pas, et au fur et à mesure, malheureusement, beaucoup d'agriculteurs, ils finissent avec une balle dans la tête parce que malheureusement, ils peuvent plus, ils craquent. Ils voient plus, ils ont pas d'argent, ils ont pas de famille, ils ont pas de vie, et du coup, à la fin, c'est un coup de fusil, malheureusement. C'est ça. Juste un petit mot, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et justement, en fait, c'est là où je voulais revenir avec le président de la FNSEA. Bon, c'est pas forcément remettre en cause, ça serait un autre débat sur la redistribution des richesses qui m'intéresserait, qui serait un sujet passionnant. Mais en fait, la vraie question, c'est ce que tu vas défendre. Quand tu es patron d'une exploitation, tu vas pas défendre la même chose que si tu es un agriculteur d'une petite exploitation. Et en fait, il est là le souci, c'est que je suis totalement d'accord avec toi. Moi, je pense que la demande des agriculteurs, c'est de pouvoir vivre de leur métier et au contraire de dire « Ok, on veut bien changer notre façon de travailler si vous avez quelque chose de suffisamment solide et stable qui nous permettra de vivre de notre métier. » Et sur ça, je te rejoins totalement. Et pourquoi aujourd'hui, ils peuvent pas ? Parce que, oui, ils ont pas le temps, ils ont pas les moyens. Et ce qui me fait mal au cœur, c'est la récupération des syndicats sur cette question-là, qui n'est pas d'accompagner les agriculteurs pour changer leur façon de travailler et pour leur permettre de vivre, mais c'est plutôt de dire, hop, pour les grosses exploitations, on va leur faire plus de rendement,
plus de productivité. Bon, les petits, s'ils en profitent, ils ont les miettes, tant mieux. Sinon, et puis voilà. Et ça se voit, hein, dès lors que le gouvernement a dit amen aux demandes de la FNSEA, comme toi tu l'as bien dit, la FNSEA est retournée voir les agriculteurs en disant oui, bon, c'est bon, hein, rentrez chez vous, on a eu ce qu'on voulait, c'est fini. Voilà. C'est bravo déjà. Donc bravo pour cette joute. Ça fait du bien hein, d'avoir une petite joute de temps en temps là. Mais justement ça fait naître des questions importantes et justement et ce que j'apprécie c'est à la fois apporter des idées, des solutions à travers un témoignage, des témoignages personnels, des ressentis et c'est ça aussi l'authenticité de cette émission. Et finalement, après tout cela, quels sont les principaux défis auxquels l'agriculture française est confrontée aujourd'hui et est-ce que l'agriculture française, telle que nous la connaissons aujourd'hui, telle que son système est façonné, et ben finalement, est-ce que cette agriculture est en danger, Désiré ? Alors, l'agriculture est en danger actuellement, oui, ça c'est un fait, et elle va continuer de l'être. Tu penses que ça va être sur une pente descendante ? Ça va être une pente descendante prochainement, et ça va continuer sur les 5, 10, 15 prochaines années. De telle manière qu'en fait, c'est simple, actuellement, l'âge moyen des agriculteurs, ils sont proches de la retraite. Donc, dans 10 ans, cette partie-là, ils vont partir à la retraite. Les exploitations, elles vont partir. Donc, c'est-à-dire que déjà, on a un taux de production qui est faible, tu vois. Donc si elle est faible et que dans 10 ans, ceux-là, ils partent et qu'il n'y a pas de repreneur parce que les frais de succession sont assez exorbitants, les banques ne prennent plus d'argent quasiment aux jeunes exploitants. Donc ils se retrouvent, qu'est-ce qui se passe ? C'est les grosses sociétés qui vont venir et qui vont racheter ces terrains-là. Première chose. Secondement, l'autre défi, c'est comment vendre un produit plus cher permettant le rémunérateur, à l'agriculteur, d'avoir un salaire intéressant, tout en ayant un produit final pour que le consommateur, lui, il a un prix bas. Comment est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'en fait, par exemple, on a bien remarqué, avant le Covid, le bio, c'était, un produit qui était pas forcément cher, un tout petit peu plus cher que le produit conventionnel, mais bon, c'était à quelques centimes, c'était pas... Sauf qu'à la sortie du Covid, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que le prix du bio a extrêmement augmenté. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'en fait, les ventes du bio a complètement dégringolé. Donc en fait, le consommateur, dès qu'il va voir un produit qui va augmenter, lui, il va se rabattre sur le moins cher. Et le moins cher, c'était du produit français, mais c'était aussi beaucoup de produits importateurs. Donc c'est-à-dire, par exemple, des produits qui vont venir maintenant du Chili, de la Nouvelle-Zélande, qui peuvent venir des États-Unis, de l'Argentine, de l'Espagne, Portugal, etc., à des coûts de production beaucoup moindres qu'en France. Du Canada. Oui, aussi, Canada, de toute façon, tous les pays du monde viennent chez nous. Mais du coup, voilà, parce que par exemple, tu vends un producteur de poulet, il vend son poulet à 2 €. Il revend en grande surface, par distribution, à 12 €. Comment t'expliques qu'il y a 10 € de différence ? Donc voilà, donc le plus gros défi prochainement, c'est de pallier à ce manque d'agriculteurs, tout en essayant de trouver un compromis entre les intermédiaires pour que le consommateur, lui, il a un prix toujours raisonnable, voire plus bas, et pour que l'agriculteur, il a un prix de vente plus intéressant. Garance ? Je suis tout à fait d'accord. Voilà. Ah, ça pèse, voilà. Oui, voilà, sur la question, je vais aller dans le même sens que toi. Hein. C'est... Voilà, l'agriculture, c'est un peu comme beaucoup des métiers qui sont aujourd'hui très peu reconnus et qui sont sous-valorisés. C'est ce qu'on appelle un métier passion. Aujourd'hui, quand on est agriculteur ou éleveur, c'est parce que voilà, on aime s'occuper de la terre, on aime s'occuper des animaux. Et donc, c'est pour ça que malgré des conditions de travail pareilles, on continue à travailler et à s'accrocher si on ne finit pas par justement se mettre une balle dans la tête puisqu'on ne s'en sort plus. Donc oui, il y a un vrai défi humain. Tu as assez bien cerné sur la juste rémunération des agriculteurs, sur l'instauration d'une vie professionnelle et d'une vie personnelle avec des vacances, un droit aux vacances, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, et c'est nécessaire, on parle beaucoup du droit aux vacances pour les populations qui sont en banlieue ou qui sont en cité, qui partent très peu en vacances, mais je pense qu'il y a la même problématique pour les agriculteurs, de pouvoir aller à la mer, de pouvoir sortir un peu de leur exploitation. Et donc il y a une vraie question aussi d'encadrement des marges.
vis-à-vis des grandes distributions, où effectivement c'est plus possible d'avoir des prix d'achat aux agriculteurs risibles et des prix de vente exorbitants. Et en fait, on voit que c'est les deux extrémités de la chaîne qui en payent le prix, c'est-à-dire les agriculteurs et les consommateurs. Et donc, ils sont souvent les deux parties de la population qui gagnent le moins d'argent. Donc ça, oui, très important. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le défi environnemental, avec la vraie question du réchauffement climatique, du dérèglement climatique, des problématiques de sécheresse, parce qu'on en parlait beaucoup. La sécheresse impacte énormément les agriculteurs, notamment les céréaliers et les éleveurs, sur le devenir de leur plantation. Donc c'est une vraie question de comment on arrive à permettre aux agriculteurs de travailler avec la problématique d'une terre qui est en train de s'assécher et de mourir. Alors, effectivement, au niveau environnemental, il me semble que ce n'est pas une question sur laquelle on va revenir plus tard, hein, l'environnement, mais peut-être qu'on peut l'aborder assez rapidement. On va l'aborder sous un autre angle, sous la thématique, sous l'angle du changement climatique. D'accord. Oui. Alors c'est vrai qu'actuellement, l'environnement, c'est un peu le sujet phare des médias. Ils en parlent que, voilà, quand ils ne parlent pas de je ne sais quelle autre situation médiatique, ils parlent de l'environnement, du changement climatique. Forcément, il y a un enjeu majeur dans toutes les professions, notamment dans l'agriculture. Le problème, c'est qu'on est confronté énormément, comme je le disais en début, avec des normes, avec des réglementations, mais aussi avec des manifestations de minorités. Et c'est malheureusement, parfois, c'est plus ces manifestations de minorités qui nous empêchent d'enclencher ce processus de transition entre une agriculture ancienne et nouvelle, ou même future. Donc déjà c'est un premier défi. Et ensuite de ça, le prix tel qu'il est en grande surface, c'est pas pour défendre les grandes distributions ou autres, mais c'est qu'en fait il y a tellement d'intermédiaires entre temps. C'est qu'en fait, par exemple, quand vous vendez, je sais pas, le lait, voilà. Et bah pour le lait, qu'est-ce qui se passe ? Il y a l'agriculteur qui produit son lait, certes, il y a un coût. Il y a quoi après ? Il y a le laitier qui vient, donc il faut payer le laitier plus les transports. Après, le lait, il arrive dans une laiterie. La laiterie, il y a plein de machines, etc. Donc il faut aussi payer ces machines. Il faut payer le personnel qui utilise ces machines. Il faut payer la maintenance. Il faut payer aussi les contrôles qui vont avec. Et il faut payer l'entreprise finalement qui gère tout ça. Et ensuite de ça, il faut payer l'emballage, il faut payer la com. Et par la suite, il y a encore un autre contrôle, etc. qui se fait. Ça arrive en magasin. Il faut payer le magasin, enfin la chaîne. Il y a tellement d'intermédiaires que finalement, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'en fait, c'est des petits coûts de quelques centimes par-ci par-là qui sont rajoutés et qu'en fait, à la fin, on se retrouve avec un produit qui est extrêmement cher. Donc c'est vrai qu'il y aurait l'idée, c'est on fait un circuit court. À la place d'aller, par exemple, à Auchan, Super U, Leclerc, etc., on va chez l'agriculteur, on achète du lait. Sauf que quand on l'achète, il sort du pied de la vache, il n'y a pas de contrôle. Voilà. Donc moi je peux en boire, il n'y a pas de souci parce que je suis habitué depuis tout petit. Une personne lambda, un Parisien, un Marseillais ou une autre personne qui vit dans la ville qui vient, il va dire c'est quoi ça ? Est-ce qu'il y a des justificatifs ? Est-ce qu'il y a des normes ? Est-ce qu'il y a des règlements ? Bref, est-ce que ça a été prouvé que le lait il est bon par exemple ? Et non, parce qu'il n'y a pas eu tous ces contrôles-là. On est devenu dans une société, on est tellement habitué à avoir tant de contrôle, tant de sûreté, etc., qu'on ne peut plus retrouver ce système-là. Et puis pareil, si on fait ça un circuit court, qu'est-ce qu'on en fait de tous ces emplois qui permettaient d'avoir un intermédiaire aussi ? C'est-à-dire qu'en fait, on va réduire un circuit et on va les mettre au chômage, ceux-là. Donc, en fait, on ne peut pas résoudre les questions comme ça en disant qu'on va réduire les marges ou les choses comme ça, ou les emplois, parce que le problème, on va juste le décaler après. Donc, c'est une question assez compliquée. Sur la question, justement, on l'a peut-être un petit peu abordée très légèrement, mais j'aimerais davantage m'y pencher finalement, la question de la technologie. Parce qu'on est dans l'ère du numérique, etc. Et finalement, quel rôle devrait jouer la technologie dans l'avenir de l'agriculture française ? Parce que n'oublions pas que ce soir, on est dans une démarche, dans une structure de penser l'agriculture de demain. Et la technologie dans tout ça, Garance ? La technologie, je pense qu'elle doit permettre un allègement de la charge de travail de l'agriculteur ou de l'éleveur.
Et puis oui, d'accompagnement vers la transition écologique. Voilà. Mais après, je suis là sur ce coup-là, tu seras peut-être un peu plus spécialiste. Après, c'est pas forcément un spécialiste, mais c'est vrai que je peux peut-être sensibiliser. Enfin, c'est plutôt pas. Déjà, la démarche de mon intervention durant ce live, c'est pas non plus de démontrer que j'ai des connaissances et tout, c'est plutôt sensibiliser les gens. C'est pédagogique. Voilà, c'est plutôt pédagogique. Donc voilà. Mais la technologie dans la profession agricole, il y a deux manières de l'utiliser. Premièrement, on va l'utiliser par exemple pour rationaliser le temps de production. Éviter non plus d'avoir des charges physiques à faire. Par exemple, si je prends le cas de notre exploitation, mais même d'autres exploitations, on a mis des robots de traite à la place de la traite manuelle. Donc déjà, on va dire, c'est bien, ça nous rationalise, c'est automatisé et autres. Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a des dépenses qui viennent par la suite. Mais oui. C'est qu'en fait, c'est comme nous au quotidien. Avant, est-ce qu'on avait besoin d'un Netflix ? Est-ce qu'on avait besoin d'un Amazon Prime ? Est-ce qu'on avait besoin forcément d'un dernier téléphone, d'un écrit ? Est-ce qu'on a besoin des derniers vêtements, etc. En fait, on nous créait un besoin qui n'était pas forcément présent là. Et la technologie se retrouve un peu dans ce même système-là. De monde agricole. Certes, elle va avantager différentes problématiques. Par exemple, on va avoir des tracteurs automatisés avec des capteurs lidar qui vont pouvoir scanner directement le champ ou avec les satellites. Et en fait, tu as le tracteur qui roule comme ça directement dans le champ. C'est bien. Sauf qu'à côté, il y a de nouveaux frais qui viennent ensuite. C'est ça, l'électricité. Pas forcément. Frais de maintenance, de révision, de contrôle, etc. Donc en fait, une exploitation au départ peut subvenir à ces coûts-là. Mais au fil du temps, ces coûts deviennent de plus en plus importants parce que le matériel devient vieillissant, donc il faut changer des pièces de plus en plus onéreuses, etc. Et au fur et à mesure, ça va créer une séparation entre l'exploitation qui vit bien, qui a une bonne trésorerie, qui gère bien ses dépenses et ses rentrées d'argent, et comparé à une exploitation qui gérait bien, mais qui voit au fur et à mesure c'est plus compliqué. Donc il y a un choix qui va se faire au fur et à mesure, c'est est-ce qu'on investit encore de l'argent dans cette technologie-là ? Et on diminue les salariés, le nombre de salariés. Ou au contraire, on se dit on garde les salariés parce que c'est important et on va faire une concession sur la technologie. Et donc, c'est-à-dire qu'il faut revendre, etc. Et s'arrêter. Et après, on a quand même encore un emprunt sur le dos. Donc c'est pour ça la technologie, c'est bien, mais ça nous crée un besoin qu'on n'avait pas forcément après, qui nous incite à avoir de nouvelles dépenses. Et avant de s'engager dans ce processus, c'est savoir est-ce qu'on est capable de financer. Mais ça, on ne le sait pas. C'est super intéressant ce que tu dis parce qu'en fait, ça questionne un sujet fondamental qui est le productivisme en agriculture. Et effectivement, je te rejoins, je pense que les nouvelles technologies, la dérive qu'il peut y avoir, c'est de continuer à aller dans une agriculture productiviste. Et ça rentre en conflit effectivement avec cette problématique de dérèglement climatique où on cherche au contraire à consommer moins, à produire moins et à côté de ça, d'avoir un besoin de la population qui est plus croissant, d'avoir des besoins de machines pour pouvoir produire plus. Donc effectivement, j'avais pas vu sous cet angle-là, mais le fait que les nouvelles technologies puissent entraîner une augmentation de la productivité, alors qu'on est vraiment dans une optique aujourd'hui, on devrait faire attention à la quantité qu'on produit, ça questionne. Alors, il faut se dire que c'est pas parce qu'on est plus qu'on va pouvoir produire plus. De toute manière, à un moment donné, dans 15-20 ans, quand on sera 1 milliard ou 2 milliards de plus, il va falloir faire un choix entre qui nourrir et qui pas nourrir. C'est con, mais c'est une problématique qui va falloir se poser. Pour toi, on en arrive là. Est-ce que tu as déjà vu est-ce que la Terre s'expand ? Alors, j'aimerais juste... Non, mais est-ce que la surface agricole, elle, s'agrandit ? Certes, vous allez me dire, l'Amazonie, on déforeste et on fait des productions agricoles. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que la surface de la Terre, elle ne s'agrandit pas. Mais la population, elle s'agrandit de millions en millions chaque jour. Donc, à un moment donné, en fait, la quantité de production qu'on pouvait faire dans les années 60, et ben en fait maintenant peut-être qu'elle a grossi et tout, mais elle va plus être suffisante pour le nombre de milliards que l'on est. Donc il va y avoir un choix à un moment donné, c'est un peu comme dans Malcolm, toi tu vis, toi tu meurs. Bonne référence. Non, mais c'est radical, mais faut aussi se confronter à la réalité qui est celle-ci malheureusement. Après, dans la démarche plus climatique ou changement, faut s'adapter, etc. La technologie, de toute manière,
Elle n'a pas forcément... Si, elle a un impact forcément parce qu'elle est produite avec des batteries en lithium, les matériaux ils proviennent des codes du monde, etc. Forcément, il y a un impact déjà avant que ce soit dans ton champ. Donc voilà, par conséquent, il y a ça. Pareil, après, à un moment donné, il y a aussi un autre problème qui va arriver. C'est que, certes, on fait une transition actuellement sur l'électrique. On s'est rendu compte que tout ce qui va être véhicule électrique, en fait, c'est une foutaise totale, c'est juste et autres. Et on s'est rendu compte que ça pollue bien plus qu'un véhicule thermique. Bon. Secondement, c'est le GNR. On nous dit qu'actuellement, le GNR, voilà, par exemple, un tracteur, ça consomme, je ne sais pas combien de litres par jour, mais ça consomme beaucoup de litres. C'est environ 500 € de dépenses quotidiennes pour un tracteur. Une exploitation, c'est environ 5-6 tracteurs. Voilà. Sur l'année, ça fait quand même beaucoup. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que le pétrole, c'est pas une source éternelle. On a passé le pic de production il y a quelques années quand même. C'est qu'à un moment donné, pareil, le pétrole, il va falloir qu'on se pose la question, c'est est-ce qu'on le met dans le milieu agricole ? Est-ce qu'on le met dans le secteur minier ? Est-ce qu'on le met dans l'armée pour le maintien de la population ? Il va y avoir un choix. Et le problème, c'est qu'on n'est pas actuellement en capacité de faire des choix comme ça parce qu'on est dans un système de production. Oui, mais parce qu'on n'a pas les alternatives et de consommation. On a les alternatives, mais on ne peut pas les appliquer parce que ça ne rapporte pas encore assez d'argent et c'est pas encore assez développé. On pose la bonne question, ça ne rapporte pas. Voilà. Donc la technologie, c'est intéressant, mais pas forcément pour tout. Et donc pour toi, parce que j'avais une question en ce sens tout à l'heure, sur le fait de concilier le fait de produire davantage de denrées alimentaires tout en préservant l'environnement. Selon toi, de toute façon, cette question elle est un petit peu caduque parce qu'il y a un moment donné où il y a un plafond. Le problème, c'est que si tu produis de trop, tes terres vont s'épuiser. La régénération, oui. Déjà, comment ça s'appelle, tu peux pas enfin, si tu peux, dans certaines régions, mais généralement, un champ de blé, tu vas pas le ressemer l'année d'après au même endroit. Tu fais un changement. Tu mets du maïs à la place, du colza, je ne sais quelle autre culture, mais tu mets pas genre 2 saisons d'affilée du blé. Et là, encore moins, dans la même année, tu fais 2 cultures de blé. Tu peux, il y a du blé d'hiver et blé d'été. Tu peux, forcément. Mais le truc, c'est qu'à un moment donné, parce que j'imagine, voilà, c'est la question folle, les glyphosates, tout ce qui est produits phytosanitaires et autres. Voilà, par exemple, on va prendre un exemple. Dans les années 60, reconstruction de la France, il faut une production agricole intense. Ok. Remembrement, la Seine-et-Marne, d'ailleurs, un parfait exemple, on a remembré, c'est pour ça qu'il y a des grosses exploitations agricoles. Voilà, Arnaud Rousseau, par exemple. Du coup, on a mis beaucoup de glyphosate et d'autres pesticides. Ça a détruit les sols, il n'y avait aucun contrôle. C'est pour ça. Maintenant, il y a des contrôles on ne peut plus déverser dans les fossés, on ne peut plus faire ci, on ne peut plus faire ça. Et on a instauré le bio. Donc, un Français, quand il veut manger du bio, il va dire est-ce que c'est bon ou pas bon ? Le bio, c'est bon. Sauf qu'un bio étranger, notamment brésilien, il n'y a pas le même contrôle. Et ben en fait, ils ont un autre contrôle de bio. Et sachant que eux, c'est produit avec des produits phytosanitaires. Donc c'était en fait, si vous voulez, sur les produits phytosanitaires, c'est comme pour l'échelle de Richter, il y a du 1 à 10, oui. 6, voilà, c'est ça. Bon, il y a peut-être que l'échelle est plus importante ou moins importante, mais il y a du moins dangereux au plus dangereux. Et sauf que pour eux, les pays étrangers, par exemple le Brésil, le produit phytosanitaire qui est le moins dangereux, pour eux, c'est faire du bio. Alors que nous, en France, ça ne l'est pas. Donc, un consommateur français, quand il voit bio brésilien, il va dire c'est bon pour la santé, est-ce que c'est bio ? Alors que pas du tout. En plus de ça, il y aura un impact. Donc, les produits phytosanitaires, c'est important, parce que finalement, on soigne des plantes. Mais ça, les gens, ils ont des fois du mal à l'oublier. Une plante, elle est malade, nous, on vient la soigner. Toi, tu es malade, tu prends des antibiotiques, tu prends un Doliprane, tu prends, si tu es allergique, tu prends de l'Aerius. Et la plante, c'est la même chose. On vient l'aider à ce qu'elle puisse bien se développer. Mais malheureusement, si on supprime tout ça, il y a une production qui va en baisse et du coup, on va devoir importer. Et la question, c'est si on retire les produits phytosanitaires dans les productions agricoles françaises, est-ce que l'impact, on ne le déplace pas plutôt en important par avion, par paquebot ou par camion ? C'est quoi le plus impactant finalement ? Garance. C'était une très bonne question. Après, moi, j'ai pas envie d'aller dans les extrêmes. Non, mais juste toi, par toi, pensée personnelle, quoi. Oui, je pense que je suis pas fondamentalement contre les pesticides. Après, je pense qu'il y a pesticides et pesticides. La problématique des produits phytosanitaires, elles sont multiples. Alors, certes, ça soigne la plante, mais on a des vraies questions déjà de biodiversité qui se posent.
On a quand même eu, je crois que c'est sur le glyphosate, mais on a quand même eu un sacré scandale. Alors c'était au niveau des betteraves, je crois, par rapport aux abeilles, qui est un peu problématique. Donc ça, premièrement, c'est sur la biodiversité. Et deuxième, ce qu'on oublie beaucoup et que j'aimerais aussi évoquer, c'est la question des malformations. Ah oui. Oui. Pourquoi une patate qui est pas ronde et qui va être biscornue ? Non, alors non, c'est gentil, mais je parle pas de la malformation des légumes, je parle bien de la malformation des humains et notamment des fêtus. Toi tu pensais aux patates oui d'accord, t'étais pas du tout... Parce qu'au début je me suis dit, les malformations, bon... Alors non, justement, au contraire. C'est naturel. Au contraire, ce qu'il faut savoir, et je pense que Désiré ira dans mon sens, c'est que, au contraire, aujourd'hui, ce qu'on retrouve en grande surface, c'est des légumes bien conformes, bien lisses, qui dépassent absolument parce qu'on a créé un standard. Exactement, parce qu'on a créé un standard. Non. Et donc sur ça, je suis totalement d'accord. On devrait vendre nos beaux fruits et légumes difformes qui sont tout aussi bons. Juste à part, est-ce que c'est normal que par exemple McDo dise il faut une patate de tel diamètre pour qu'elle puisse être acceptée ? Une patate, c'est une patate. Hein. Oui, c'est ça, tout à fait. Qu'elle soit petite ou grosse, elle aura le même goût. Donc, non, moi je voulais évidemment parler de la malformation des fœtus. Alors je parle de malformation, mais il y a aussi les problématiques de cancer où on parle assez peu. Moi je te sens le cancer. Alors ça c'est quand même assez particulier de ta part, sachant que les agriculteurs sont les premiers concernés par le cancer dû aux phytosanitaires. Comme je te disais tout à l'heure, le cancer, on va pas se cacher, les agriculteurs ont été victimes de cancer sur les produits phytosanitaires. Encore une fois, ça revient à une époque où on était en reconstruction de la France, où on utilisait les pesticides à gogo. Au moins, le pesticide, c'est un peu le remède miracle pour une production intensive, productive et qui permet de relancer l'économie nationale. Et du coup, on l'utilisait abondamment. Forcément, un agriculteur qui était déjà pas tout jeune à cette époque-là, il arrive, il respire tout ce qui était pesticides. On va pas se cacher, c'est pas non plus très très simple pour la santé. Ça, c'est vrai. Sauf que maintenant, au fur et à mesure, déjà on met de moins en moins de pesticides, il y a de plus en plus de consignes de sécurité, on les met pas forcément comme ça non plus, donc soit dans les pulvées ou autres engins agricoles. Donc en fait, on est de moins en moins au contact avec ces produits chimiques, disons. On va pas se cacher, c'était quand même des produits chimiques, ils sont pas naturels. Donc voilà, après, les malformations, que ce soit sur les fœtus et autres, franchement, il y a des études qui ont prouvé que vu la quantité qu'on ingurgite dans un aliment, c'est vraiment, c'est pas du tout nocif pour la santé. Et le problème, c'est que les gens, ils pensent encore comme si c'était avec les années 60-70, où justement c'était à gogo. Non mais vraiment. Et le problème, c'est que l'agriculture, entre-temps, il y a énormément de normes qu'on peut, en France en tout cas, parce que dans un pays étranger, c'est complètement différent. Mais en France, on peut pas faire tout et n'importe quoi. C'est extrêmement réglementé. Le glyphosate, c'est à partir de... c'est telle quantité, etc. Il y a même maintenant la réglementation, et ça qui est un peu trop normalisé, mais c'est un peu normal d'un côté, c'est quand on traite nos cultures, il faut avoir une distance de 4 mètres avec, comment ça s'appelle, les habitations, etc. Ça, on pourrait en parler aussi. Non, mais à un moment, forcément, quand de toute façon, que ce soit 4 mètres, 1 mètre ou 50 cm, ton produit, quand il est dans l'air, ça reste pas stable. Donc c'est pas logique. Il est justement là le problème, c'est-à-dire que... Mais de toute je pense que la France, très honnêtement, je suis d'accord avec toi, je pense que la France est des bonnes élèves. C'est l'un des meilleurs. Tu le reconnais quand même. Non, mais je reconnais totalement. C'est sûr que par rapport au Canada, aux États-Unis ou même aux pays tu vas en Espagne, au Portugal. Je suis totalement d'accord avec toi. Mais il y a un mais. C'est pas parce que c'est pire ailleurs qu'il faut se dire c'est pire ailleurs, donc on reste comme ça. Oui. Parce que sinon on continuerait à descendre parce qu'on peut avoir le même raisonnement sur tous les sujets. On peut alléger les situations quand même. C'est aller dans l'extrême parfois. Non, mais c'est pas aller dans l'extrême. Moi, ce que je trouve vraiment dommage, il y a vraiment eu des... Alors, j'ai plus le nom, parce qu'il y a eu un film dessus aussi. Il y a des films qui sont faits, etc. Et il y a des scandales. On a vraiment des scandales en France. Je te parle pas de gens qui achètent des aliments et qui potentiellement ingurgitent des produits phytosanitaires. Je te parle d'enfants, par exemple, qui sont à l'école, en campagne, en cours de récré, qui sont à 50 mètres d'une exploitation et qui se retrouvent à respirer des produits phytosanitaires. Je te parle de mères enceintes qui se retrouvent à respirer ce genre de produits.
et qui se retrouvent avec des fœtus et des bébés de malformation. Et c'est un fait. Il y a eu des articles. C'est un fait. Elle est là la question. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? C'est-à-dire que on dit ok, pas de souci, utilisez vos pesticides. Et puis finalement, c'est des victimes collatérales qui est 2-3 bébés qui naissent avec des problèmes aux jambes, un bras en moins. Oui, mais c'est comme ça, il fallait qu'on utilise des produits phytosanitaires. Non, évidemment que non. C'est pas que c'est comme ça, c'est que, en soi, certes à la campagne on va respirer, on respire des produits, il y a l'agriculteur, il arrive, il traite son champ, il y a des pesticides qui sont dans l'air, c'est la règle du jeu, c'est pour avoir une culture saine, etc. Bon, ça c'est un fait. En revanche, il faut se dire aussi que c'est pas plus dangereux que par exemple d'être à Paris. Voilà, on respire un air au quotidien qui est extrêmement pollué avec la pollution qui est condensée à un certain lieu. Aller dans le métro, est-ce que c'est réellement sain pour la santé aussi de respirer toute cette odeur au quotidien? C'est ce qu'on s'appelle ces bouches d'aération qui sont pas assez suffisantes non plus pour avoir une aération totale. Tu me parles de femmes enceintes, etc., qui vont être au contact d'air avec des pesticides. Mais les femmes qui, par exemple, vont boire ou qui vont fumer, c'est exactement la même chose. Mais non, c'est pas la même chose. Tu choisis de fumer ou de boire. Tu choisis pas de respirer. Et quand t'es à la campagne, c'est aussi un choix. T'es au courant des risques. Ok. Non, mais... Là, Désiré, t'as soulevé un lièvre. Si je puis dire. Non, mais... La Garance, là, je te sens, oui. À un moment donné, il faut se dire aussi, t'as la campagne. Je vais pas vivre à la campagne en me disant, ok, je pars à la campagne, donc ok, si mon fœtus, mais ça représente, mais c'est tellement un pourcentage minime dans la population. C'est peut-être pourquoi aller 30 000 personnes sur 66 millions. 30 000, c'est énorme. Mais 30 000, qu'est-ce que c'est sur 60 millions? Sur 60 millions, c'est pas grand-chose. Donc là, t'es en train de nous dire, on fait un choix de la population. Tu fais un choix entre ta production souveraine en France ou est-ce que tu fais avec toi t'aurais été allez hop les vieux, désolé mais vous êtes l'ancienne génération, c'est pas trop grave, nous les jeunes on va bien, laissez-nous continuer. Moins de retraite à payer. J'adore. Non mais en vrai, à un moment donné, il faut que tu fasses un choix. Est-ce que tu mets pas encore plus de réglementation afin d'avoir une agriculture vraiment mais 100% saine, et auquel cas tu deviens de moins en moins souverain et même suffisant en termes de production agricole, tout ça pour 30 000 personnes pour qu'ils aient un fœtus correctement? Ou au contraire, tu te dis, certes, t'as 30 000 personnes qui malheureusement ils ont des problématiques, mais à côté, t'évites d'importer tout ce qui va être des produits par avion, par paquebot, par camion qui vont détruire la faune et la flore, et du coup t'as encore des... Non mais c'est vrai, ce que je veux dire par là c'est que l'impact... Je pense qu'il faut pas aller dans les extrêmes. Mais non, du coup c'est ça, mais ce que je veux dire c'est qu'à un moment donné, certes tu vas avoir des problématiques dans tout ce qu'on tu vas faire de nos jours de toute manière, que ok on met moins de produits phytosanitaires, d'accord, le problème tu vas le mettre ailleurs. Du coup, tu vas dire, j'ai importé ci, j'ai importé ça. Et du coup, ça aura un impact autre. Mais certes, ce ne sera pas 30 000 personnes qui seront mal formées. Ce sera l'atmosphère qui sera plus polluée. Ce sera des animaux marins qui vont qui vont mourir. Ce sera les fonds marins qui vont être aussi détériorés. En fait, du coup, le problème, on va juste le déplacer ailleurs. Et il faut juste poser le pour et le contre. C'est quoi ça s'appelle le moins sain, disons. Et à un moment donné, il y a aussi des enjeux économiques qui vont avec. Non, mais je sais, mais donc en fait tout est lié, on peut pas forcément régler tout ça pour 30 000 personnes. Tu vois, c'est comme tout. Non mais je sais, c'est un peu grossier, c'est un peu réduit. Mais tu vois, par exemple, tout à l'heure on parlait de transition climatique et tout au sein de l'agriculture. Non mais il y a la question de la biodiversité aussi. Oui, avec les produits phytosanitaires. Oui, et voilà. Parce qu'on a parlé des humains, mais les abeilles, les animaux qui nourrissent la terre, qu'est-ce que t'en fais? Hop, tu les tues et puis démerdez-vous. Il y a quand même beaucoup d'enjeux qui sont mis afin que les apiculteurs puissent justement voir leur production revenir à la normale, etc. Mais par exemple, sur un autre débat, les bassines, je suis quand même curieux, je t'en ai pas encore parlé, je suis assez curieux sur le sujet, parce que quand tu me parles d'une agriculture qui doit avoir une transition suite au changement climatique et tout, les bassines, méga-bassines, peu importe, les retenues d'eau, elles peuvent pas se faire. Elles peuvent pas se faire parce que justement, suite à encore une minorité, bon peut-être pas 30 000 cette fois-ci, un peu plus, mais on peut pas faire ça parce qu'il faut préserver la biodiversité, il faut préserver le terrain tel qu'il est, ou parce que ça va profiter à certains agriculteurs et autres, et pas à d'autres. Et justement, ça ne pose pas de soucis. Alors que justement, les méga-bassines, en ces situations actuelles, mais c'est vraiment pas la solution à tout,
Mais ça fait partie d'une solution actuelle. Les saisons pluvieuses, comme on peut voir en Nord-Pas-de-Calais, on peut aussi parfois voir dans le sud, etc. On crée des espaces, des retenues d'eau, et on va réutiliser cette eau-là par la suite en cas de sécheresse. Et bah, par exemple, moi je vois dans ma région, on ne peut pas le faire parce qu'il y a des écolos qui estiment que non, c'est détruire un terrain, c'est c'est détruire la faune et la flore locale, etc. Mais par contre, c'est les premiers à avoir chez eux un étang ou avoir une piscine, etc. Et on la met en utilisation lorsqu'on est en été. Donc il y a plein de choses incohérentes. C'est non, on veut pas ça chez les autres, mais on veut ça chez soi. C'est ça. Non, mais... On est dans une société comme ça. Et donc il y a des possibilités, des options qui peuvent se mettre en place. Pareil, par exemple, on veut revenir à une installation des haies dans les champs. Donc en fait, si tu veux, le système de la haie, donc tu as ton champ et tu as la haie, et la haie, ça fait un peu un coupe-vent pour venir protéger les cultures. Et ça a été présent jusqu'aux années 60-70 au niveau du remembrement. Et il a fallu remembrer les parcelles, donc on a détruit énormément de haies. Et c'était aussi la politique avant, parce que c'était inutile sans empêcher les engins agricoles. Maintenant, on veut les remettre en place. Pareil, remettre en place des haies. Déjà, qui paye les haies ? Est-ce que c'est l'agriculteur ? Est-ce que c'est l'État ? Ou est-ce que c'est le contribuable, le consommateur en payant des produits bien plus chers ? Bon, ça, c'est pour l'installation des haies. Ensuite de ça, il faut l'entretien des haies. Qui va entretenir ces haies ? Est-ce que c'est l'agriculteur ? Est-ce que c'est l'État qui va subventionner, etc. De toute manière, on va arriver à un problème, c'est que l'argent va être un besoin nécessaire afin d'entretenir et d'implanter cette réglementation qu'on nous impose au fur et à mesure. Donc, en fait, on a les atouts, on a les solutions afin d'être dans une agriculture plus responsable, qui nous amène aussi à changer nos modes de consommation et autres. Mais à côté, il y a les financements qui ne suivent pas. C'est ça. Parce qu'en fait, si l'État nous donne des subventions sur le sujet, qui paye ? Du coup, c'est nous, citoyens. Du coup, on va avoir nos impôts qui vont augmenter et on ne va pas accepter. Si c'est l'Europe qui donne, c'est encore nous qui allons payer parce que, la France participe aux subventions de l'Union européenne, etc. Et elle doit, je crois que c'est 23%, si je ne me trompe pas, ou un truc comme ça, ou 16%. C'est l'un des deux. Du coup, en fait, elle va donner quelques millions pour les récupérer ensuite. Du coup, elle sera endettée en plus. Pardon, excuse-moi. Elle sera endettée. Donc, finalement... et le consommateur, est-ce que par exemple tu te dis, bon voilà, genre mes pommes de terre elles sont 1,50€ le kilo, mais maintenant je vais les acheter à 1,90€, bah non, tu vas faire la tête. Donc en fait finalement ça bloque de partout. Et les solutions, elles sont présentes, mais il n'y a pas de moyens qui permettent d'avoir un équilibre normal. C'est ça la source du problème. Merci encore une fois pour ce débat. Je veux dire, là, c'est savoureux ce soir. Hein. Là, je ne peux que. Je suis au spectacle. Hein. Là, c'est formidable. On a vu ça. Voilà, avec l'équipe, là, on est vraiment aux premières loges. Une dernière question très rapide avant de passer à notre rubrique dans le vif. Finalement, sur le plan de la rémunération des agriculteurs, comment garantir une juste rémunération pour les agriculteurs tout en maintenant les prix abordables pour les consommateurs ? Très rapide comme réponse, Désiré. Tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais si tu pouvais de manière synthétique rappeler... On a tellement d'intermédiaires entre la production et la distribution qu'à un moment donné, il faut se poser la question, c'est est-ce que nous, consommateurs, on est prêts soit à payer plus cher pour avoir une rémunération des agriculteurs plus juste, ou est-ce que nous, consommateurs, on est prêts à avoir des produits avec moins de normes, moins de contrôle, tout en faisant confiance à la production agricole, ou est-ce que faut aussi se dire, est-ce que on est prêt, nous consommateurs, à ne plus aller forcément dans des grandes chaînes de distributivité type Auchan, Leclerc, Lidl, etc. et doit tourner sur des commerces locaux. Tout à fait. Est-ce qu'on est prêt à faire ça, nous consommateurs ? Parce qu'en fait, quand tu vas à Auchan, tu as tout sur place, c'est cool. Mais est-ce que tu dois aller maintenant dans un village ou retourner à la ville, etc., dans un supermarché spécifique pour ça, une supérette, y faire la queue, etc., parce qu'il y a trop de monde? C'est un choix qui demande d'avoir de la réflexion. Ce sont des questions fondamentales, effectivement. Dans le vif, notre dernière rubrique de cette soirée. Une minute et pas une de plus pour répondre à... Eh oui, tu as ta montre. T'en as une aussi chacun a sa montre, donc on ne dépasse pas la minute. Pas de souci, pas une de plus pour répondre à une question fondamentale. Garance, la caméra est ici. Désiré, la caméra est ici. On va commencer par Garance pour cette élection du tribun de la semaine. À vos votes après l'intervention de mes deux camarades. Cette question est la suivante. Comment convaincre en une minute celles et ceux qui nous regardent ce soir que l'avenir de l'agriculture nous concerne toutes et tous ?
Garance, top. Eh ben, l'avenir nous concerne toutes et tous parce que c'est eux qui nous permettent de manger et c'est grâce à eux qu'on vit aujourd'hui. Et donc il est important de les soutenir déjà parce que leur rôle est très important dans la transition écologique et dans notre besoin de décroissance, de meilleure consommation alimentaire. Et puis voilà, parce qu'il faut prendre soin de nos agriculteurs parce que sans eux, nous ne sommes pas là. Désiré? Eh bien, l'agriculture est importante pour nous tous. Simple fait, c'est qu'en fait, c'est elle qui nous permet de vivre au quotidien. Et que si nous, consommateurs, on n'est pas forcément à prioriser les achats français, ou si on n'est pas forcément à prioriser non plus les achats dans les supermarchés indépendants ou locaux, on va venir impacter sur la rémunération des agriculteurs et au fur et à mesure, on n'aura plus de production nationale, mais on va avoir que de l'importation et cette fois-ci avec des produits réellement avec d'autres contraintes sanitaires que ce que nous pouvons avoir en France. Alors si on veut éviter tout ça, priorisons la production nationale qui est de très bonne qualité et évitons tout ce massacre potentiel. On lance les votes. Top, c'est parti. L'occasion de vous remercier, Garance et Désiré, pour ce débat fort intéressant sur le fond comme sur la forme. Voilà. Un petit peu d'humour, un petit peu de moments de punchline, mais ça fait aussi partie du débat et c'était très très bien. Voilà, le tout dans une très bonne ambiance et c'est ça qu'il faut retenir. Aux viewers, j'apprécie beaucoup Désiré, donc ça se passerait bien juste après. Voilà. On en rigolera beaucoup. Et voilà, c'est dit. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis évidemment ce soir dans cette émission. Très nombreuses et très nombreux encore une fois. La semaine prochaine, nous parlerons du réarmement démographique. Voilà, donc j'espère que vous serez toutes et tous présents. Une réaction sur ce soir, peut-être. Voilà, un adjectif pour qualifier ce débat, peut-être. Un adjectif très rapidement. Amusant. Amusant. Enrichissant, et c'est ça qu'il faut retenir. Et la pédagogie. D'Artagnan. Le résultat des votes. C'est bon, donc la joute de la semaine, je viens de fermer les votes, à 67%. Oula. Garance a été choisi. Bravo. Oh bah oui, forcément. Forcément, pourquoi forcément? Je te rappelle que c'était tes amis qui étaient sur le live. Ah oui. C'était pas les miens. Alors déjà, ils ne sont pas forcément tous restés. Et oui, c'est vrai que c'est descendu entre-temps. oui, entre-temps. On est passé de 22 à 14, je sous-estime certains qui sont partis... Et nous, on vit pas aux dépens de la société, monsieur. Il faut se donner les moyens. Donc elle finira sur ses propos. D'accord. Mesdames, messieurs, Finalement, quand même. Vous auriez vu mon Dieu depuis le début. De quoi? Ils sont pas professeurs. J'assume, c'est encore... On est encore à l'antenne. On n'est pas tous des profs. Ça plaira à certaines et certains. Exactement. Accessoirement. Mesdames, messieurs, à la semaine prochaine. Merci encore. Au revoir.